Mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Yo la team, ça va ou quoi? Ça va. Pour une 180e émission, je crois, c'est la première IRL. Ah ouais, c'est la première. Bah ouais, c'est la première IRL. La folie là. C'est incroyable. On existe aussi dans le même monde. Vous allez voir. Non, le setup est fou parce que on est à Dubaï. On est à Dubaï. Le setup il est tout neuf. Ça a été une galère pour trouver un Wi-Fi qui fonctionne, pour avoir un setup qui rend bien. Avec l'iPhone, vous aurez peut-être le micro qui grésillera un petit peu. Vous allez vous plaindre. Bon, c'est pas grave. Au moins ça marche. Ça marche et ça fait plaisir d'être avec le Pix. On dirait un début de Jacques et Michel. Bon, en tout cas, j'espère que le son marche bien. Et puis merci Capet pour le setup parce que je t'avoue que voilà, chez moi la connexion est pourrie. Moi j'ai passé du coup un mois à Bali où j'ai bien profité de la vie, mais c'était compliqué de streamer, etc. Le son sature. Okay. C'est pas grave. Est-ce que ça va là ou pas? Ça devrait pas trop saturer si on met pas la bouche de vin. Voilà, bon. Vous nous dites normalement si c'est ok ou pas. Il grésille un petit peu, ouais, bon, c'est pas grave. Ok, ça va le faire. Ce sera une session, on fera mieux les prochaines fois. En tout cas, ouais, tu disais Bali. Ouais, Bali, du coup, un mois. Et du coup, j'ai juste profité de la vie, pris un peu le soleil, même si j'ai quand même beaucoup travaillé, etc. Et ça m'a fait trop du bien en fait. Surtout que jusqu'à maintenant, quand je suis allé à Bali, c'était vraiment pour visiter, etc. Mais t'as pas trop le temps d'apprécier la vibe du pays de genre, ok, j'y vis, genre comment c'est quand y vis, etc. au quotidien. Enfin bref, là j'ai vraiment kiffé. Et voilà, je regarde un peu le chat pour voir niveau son, mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air ok. Ça a l'air d'aller, supportable, voilà. On a essayé de faire un truc un petit peu carré. Moi, du coup, petit changement de life. J'attendais avant de vous en parler, mariage, déjà, première chose. Seconde chose, merci le ref. Seconde chose, j'ai quitté l'Europe un certain temps pour Dubaï. L'explication, je vous la ferai dans un autre live, mais en gros, ça simplifiait pas mal les choses. Voilà, j'avais envie de bouger d'Europe. Ça aurait pu être la Thaïlande, ça aurait pu être autre chose. Il s'est avéré que c'est Dubaï. Donc j'ai fait un petit visa freelance qui est en cours, voilà. Et puis on va rester dans le coin. Donc ceux qui seront à Token 2049, on se verra là-bas, voilà. Et puis si jamais il y a des événements crypto à faire dans le coin, l'idée c'est de kiffer la vibe de Dubaï en fait. Hein. Félicitations frérot déjà. Ouais. C'est un truc de fou et tout. C'est une nouvelle vie pour toi, etc. Donc voilà, je te souhaite tout le meilleur, que tu profites bien, etc. Et puis voilà, de toute façon les émissions resteront, mais je pense que beaucoup de choses vont changer pour toi. Et, ouais. Et pour le mieux, je pense. Clairement. Voilà, donc on est sous coup de soleil prime. C'est la folie. Mais ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live. En fait, j'étais à Singapour pour le mariage. Du coup, décalage horaire assez violent. Et puis, j'ai l'habitude de me coucher très tard, lever très tard. Et en fait, je suis passé sur un setup couché très très tôt, lever très très tôt. C'était assez bizarre. Et pareil pour Dubaï, d'ailleurs, là, ça faisait que se lever à 6h, coucher 21h, mais vraiment coucher 21h. Hier, je vous ai annoncé le live. Et vraiment, à 20h, je luttais. J'en pouvais plus. Et quand tu m'as dit, franchement, go faire demain, j'ai dit, moi, ça me va. C'est trop dur. Donc voilà. Et au-delà de ça, un marché crypto qui est assez pénible. En réalité, où on se dit les alts c'est fini, il reste que Bitcoin. C'est quoi le mood? T'en penses quoi toi? Moi, j'en pense que ça fait 1 mois et demi, 2 mois là que je vis dans un monde exceptionnel. Ouais. Non, en ce moment, juste on s'est pris une grosse claque, mais je trouve que par rapport à tout ce qu'il y a eu d'un point de vue macro, on a un BTC qui a quand même bien tenu. Ouais. Enfin, clairement. De là à dire que c'est antifragile ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut doser. Mais c'est vrai que la force relative est vraiment bonne. Et moi, je suis aussi très content d'avoir pu me positionner sur la TradFi, parce que ça faisait longtemps que je vous en parlais et que je disais que je préparais un peu le truc. Je voulais, en tout cas, m'investir de plus en plus sur ces marchés-là. Et du coup, là, c'est vraiment, ça a été l'opportunité pour moi de bien me placer, de pouvoir sizer. Est-ce que c'est le bottom? Est-ce que je vais perdre de l'argent? J'en sais rien. Enfin voilà, pour l'instant, j'ai très très bien acheté. Mais donc voilà, moi personnellement, je suis surtout sur BTC, Hype, S&P. Et puis voilà, propagande évidemment pour Hyperliquid. Je suis le mec relou qui ne parle que d'un projet. Mais pour le coup, c'est... pour le moment, t'as raison en tout cas. Hein. Ça marche plutôt bien. Ouais. Et je t'avoue que quand il y a eu la grosse fonte là, on a vu Sol en dessous des 100, Hype en dessous des 10, j'ai préféré Sol par habitude. Mais si ça n'avait pas été Sol, ça a été Hype. Il s'est trouvé que pour le moment, Hype, on est à plus de 60% depuis le rebond. Ouais.
Solana quelque chose comme 35%. Mais c'est carré. Franchement, c'est carré. Ce qui est chaud, en fait, c'est Ethereum. Mais je pense, en fait, je suis mitigé, mais c'est comme d'hab. C'est-à-dire que d'un côté, on est fâché parce qu'on se dit, même si ils poussent des mises à jour et tout, ils seront toujours à la traîne. Mais d'un autre côté, en fait, des histoires comme ça, on les a connues avant le merge. On les a connues après le merge. Des moments où on est déçu d'Ether, où ça va passer vite, c'est cyclique, c'est tout le temps, en fait. Il y a toujours quelque chose à redire. En fait, je pense que la situation, elle est assez complexe dans le sens où, enfin, c'est pas que fondamentalement, mais en fait, moi, je sépare vraiment, genre, la tech et le token. Ouais. Et pour le coup, le token, il prend super cher, mais la tech, elle a jamais été aussi bonne. Clairement. Par rapport à elle-même, je veux dire, enfin, par rapport à la progression de Ethereum. Donc, moi, Ethereum, c'est ce que c'est. Moi, personnellement, j'utilise très peu. Après, maintenant, j'utilise pas grand-chose, très sincèrement. En fait, c'est vraiment, il faut séparer le token de la tech. Et le problème, en fait, c'est que quand le token se comporte mal, ça peut avoir un effet sur la perception de la tech, en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que, bon, voilà, sur Twitter, pour certains, je fude, pour d'autres, je troll, et pour d'autres encore, je critique. Mais en fait, le truc avec Ethereum, c'est que moi, je regarde vraiment comme un véhicule d'investissement pour moi. C'est-à-dire, genre, sur quelque chose sur lequel je vais spéculer, sur lequel je vais vouloir gagner de l'argent. Et donc c'est pour ça que bah voilà, je sais pas, en ce moment il y a absolument rien qui m'intéresse d'un point de vue Ethereum parce que je vois aucun signe de retournement, aucun signe de force, on casse pas de résistance, etc. Après les choses peuvent vite changer, mais moi pour l'instant ça m'attire pas du tout et je pense qu'un des premiers signaux par rapport à ça, ça a été notamment les ETF. On a vu très peu de traction. Et j'en avais déjà parlé dans des lives, mais je pense que tout ce qui est staking, etc., sur les ETF, je pense sincèrement que ça va rien changer et que le problème est entre guillemets plus profond que ça. Je suis d'accord. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, notamment Artem, Joey Star, etc., qui parlaient sur Twitter du fait que potentiellement les L2 devraient être taxés et que ça devrait pousser une pression acheteuse sur Ethereum, mais en même temps que c'était pas vraiment la bonne solution. Je sais pas, en fait, j'ai du mal à être hypé par Ethereum. Parce que, enfin, il y a des bonnes mises à jour, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui stagnent d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue UX, en fait. Tout à fait. J'ai l'impression que les choses progressent pas et qu'au final, c'est ce que les gens voient qui a de la valeur et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens aiment Solana, donc. Bah, c'est ça. En fait, ce qui va se passer, c'est 7 mai, nouvelle mise à jour, Pectra. Ça va être quand même pas mal pour 2 points. Le premier, c'est que tu vas pouvoir, en une seule signature, agréger plusieurs choses. Donc, fini j'autorise d'abord un token, je swap après, donc il y a 2 transactions, c'est trop chiant. Là, t'appuies une fois sur le bouton, ça fait les 2. Ça aurait dû toujours être le cas. Je comprends pas pourquoi ça a mis autant de temps, mais bon, bref. Ensuite, on a augmentation de l'espace de blob. Voilà, un peu plus de bande passante pour les roll-up, mais rien d'explosif. Et aussi un peu plus de count abstraction et sponsoring des transactions. Donc, ça va apporter des nouveaux usages. Ensuite, ce qui va se passer, c'est comme d'hab, c'est que le truc va sortir. Les gens vont se dire, ah bah c'est sorti, je croyais qu'il allait se passer un truc de ouf, il se passera pas un truc de ouf. Et en fait, dans les semaines qui suivront, il y aura des initiatives communautaires et ça relancera un peu le truc. C'est comme ça que je le vois. Ce qu'il y a d'intéressant cependant, c'est que le coup de pied aux fesses côté Ethereum, il est ressenti et tu le vois dans les communications du côté des critiques et du côté du répondant sur Vitalik et la fondation. Par exemple, Vitalik dit moi j'aimerais bien, si possible, dès l'année 2025, qu'on fasse vraiment pousser à mort le gaz limite, c'est-à-dire limite qu'on fasse x10 sur le gaz limite. Peut-être pas en 2025, mais début 2026. Donc déjà, si tu fais x10 sur le gaz limite, ça veut dire que le layer 1 devient compétitif. Tu feras pas des milliers de transactions par seconde, mais déjà, si tu fais x10, que tu passes à peu près de 20 à 200 transactions par seconde sur le L1, c'est exceptionnel. Pour du Ethereum, en tout cas, c'est exceptionnel. Ensuite, on nous parle d'un espace de blob qui passerait de 6 à 48 potentiellement avec Ethereum Fusaka dès l'année 2025. Donc là, c'est pareil, on commencera à être bien au-dessus des 1000 transactions par seconde, tout roll-up confondu. Donc on se met au niveau par rapport à Solana. Comme d'habitude, et je vous le dis dans plein d'émissions, du côté de Solana, il y aura toujours un trade d'avance, même 2. C'est-à-dire que Solana, aujourd'hui, on fait 2000 transactions par seconde, voire plus, sans compter les transactions de vote, bien sûr. Là, ils vont augmenter de 20% la capacité des jours, de ce que je comprends. Et on va avoir potentiellement à horizon fin 2025 2 fois plus d'espace de bloc. Donc ça va aller progressivement beaucoup plus vite. En fait, moi, mon ressenti,
c'est que on fait que parler de performance, mais j'ai l'impression que actuellement, actuellement, factuellement, on est vraiment contraint d'un point de vue performance. Enfin, en ce moment, de toute façon, on n'arrive pas aux limites d'utilisation. Enfin, en ce moment, il y a personne qui l'utilise, non? Enfin, personne. Enfin, l'activité est plus basse, quoi. Donc, je sais pas. Enfin, moi, honnêtement, je vais être très honnête avec vous. En ce moment, Solana, je regarde pas. Ethereum, le micro grésille trop. Ouais, mais est-ce que c'est à cause de ça qu'on devrait peut-être baisser? Je sais pas. On va essayer. Continue. On va regarder. Mais j'espère que vous m'entendez bien. Mais alors attends, on va faire un petit test. Est-ce que vous nous entendez toujours bien? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça grésille moins? Vous nous dites, les potes. Ça changera pas grand-chose, juste continue tranquille. Mais ouais, ce que je disais, c'est que voilà, là je suis dans mon arc hyper liquide, pour faire très simple. C'est-à-dire que Ethereum je regarde pas, Solana je regarde pas, je regarde rien à part hyper liquide parce qu'en ce moment c'est le truc où j'ai l'impression que l'alpha est. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a pas un endroit qui est plus excitant, plus intéressant, sur lequel je suis susceptible d'avoir le plus d'avantages par rapport aux autres. Je vois pas, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méconnaissent entre guillemets hyper liquide. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, pour l'expliquer très simplement, de toute façon, je voulais en faire un live, etc. Mais il y a trop de choses à dire parce qu'en fait, moi-même, je digue dans la doc, dans la tech. Enfin, je regarde beaucoup de choses. Et en fait, le big truc qui arrive, c'est que d'un côté il y a Hypercore, donc en gros c'est le fait de pouvoir trader en perp et en spot, donc c'est plus ou moins le DEX, mais c'est l'architecture, c'est le design du trading spot et perp on-chain via Hyperliquid. Et de l'autre côté il y a Hyper EVM qui est la compatibilité EVM par rapport à Hyperliquid, quoi. Donc en fait le fait que Hypercore et HyperEVM vont s'interconnecter, notamment avec les systèmes de pre-compiles. Ça va permettre on-chain, sur une chaîne EVM, de taper dans la liquidité d'un DEX qui a la liquidité équivalente d'un SEX tier 1, tier 2. Donc en gros, pour faire simple, c'est du jour au lendemain, on-chain, vous allez avoir la liquidité d'un Kraken Coinbase accessible, voilà, directement on-chain. C'est-à-dire que lorsque vous allez vouloir swap, si vous voulez swap 100K, 200K, 500K ou 20K, t'auras le slippage et les frais qui sont infimes d'un exchange, mais encore une fois, Hyperliquid est genre 10 fois moins cher, 5 à 10 fois moins cher en termes de frais. Donc en fait, t'arrives sur une chaîne qui est ultra liquide et où tout s'interconnecte, en fait. Et qui tend vers la décentralisation. Exactement. Et ça, je l'ai pas en soi, il y a de la liquidité sur Solana, mais c'est sur des meme coins, c'est sur des trucs, on va pas se mentir, c'est pas très sérieux. T'as de la DeFi, t'as des trucs intéressants, mais ça tourne surtout autour des meme coins. Là, sur Hyperliquid, ça veut dire qu'en EVM, tu vas pouvoir acheter du BTC natif, de l'ETH natif, du Solana natif, de manière super liquide, en ayant accès même aux pertes depuis, c'est, genre, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est le endgame. Il y a rien qui se compare à ça. C'est-à-dire que, on nous parle de Unichain, genre d'une liquidité partagée, etc. sur Ethereum. Mais moi, j'attends de le voir, tu vois. Ouais. Bon, on pourra dire la même chose d'une certaine manière de Hyperliquid, mais actuellement, le lien donc entre Hypercore et HyperEVM, c'est les pre-compiles, et ça, c'est en testnet. Okay. Donc, c'est pas une fantaisie. Genre, c'est en phase de testing, et ça va arriver sur le mainnet prochainement. Et pour moi, ça a le potentiel de changer notre perception de la blockchain et de la liquidité on-chain. C'est ce qu'on a toujours voulu. C'est pour ça que je l'ai mis en évidence. Ça a commencé en fait, ça s'est fait par étapes. Ça s'est fait avec Ethereum dans un premier temps. C'est un peu bordel, mais on a eu le début de la DeFi. Ça s'est accéléré avec Solana. Et en fait, Hype, c'est le cran encore au-dessus en termes de finances décentralisées. Et surtout que, pour moi, un des gros défauts, les plus gros défauts actuellement d'Hyperliquid, si on compare ça aux autres chaînes, c'est la décentralisation. Ouais, complètement. Mais ils font tous les efforts pour. Et c'est la vitesse de transaction dans le sens où, sur Hypercore, le temps de bloc, je crois, c'est 0,07 secondes. Je crois qu'on est à 200 000 TPS. Mais sur l'HyperEVM, t'as les contraintes de l'EVM, donc tu peux pas être aussi performant. Donc les performances sont plus faibles. Mais là, en fait, ils travaillent aussi sur la performance de l'EVM. Donc en fait, quand tu auras un HyperEVM qui sera bien plus performant, qui sera interconnecté à Hypercore, en fait, c'est comme si tu tradais sur, j'abuse peut-être, hein, mais c'est comme si tu tradais sur Base avec un accès à l'équité de Binance. C'est genre littéralement ce que tout le monde veut. Et t'as même pas de question d'UX ou quoi que ce soit. En soi, c'est la même UX que un L2 d'Ethereum, etc. Et cette UX là, tu peux ne même pas la sentir parce que si t'es onboardé directement via Hyperliquid, t'as juste ton wallet et genre t'envoies tes fonds sur l'HyperEVM et c'est réglé, quoi. Donc t'es un mec, c'est un grand malade dans le chat. Ouais. Mais c'est pour ça. En tout cas, désolé d'avoir des petits bricolages sur le micro. Juste, on fait avec pour ce live parce que ça a l'air d'aller pour la majeure partie des gens. Et on m'a posé une question sympa qui est pourquoi Solana fait pas la même chose
Alors pourquoi Solana pourrait pas? Parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas vraiment. Ils peuvent pas vraiment. En fait, c'est pas le constat qu'on voit, c'est que on a voulu faire très décentralisé et pousser les performances après. Ça, c'est Ethereum. Et là, c'est l'inverse. On fait très performant d'abord et on pousse la décentralisation après. Ça a été le cas avec Base, la BNB Chain ou Hyperliquid. Et en fait, Solana, c'est un petit peu l'entre-deux. Et Solana, ils choisissent juste une direction différente qui est très intéressante. C'est celle avec Double Zero. Ils vont se connecter à un réseau fibre optique. Ils vont essayer de maintenir un niveau de décentralisation nettement supérieur à Hyperliquid, mais suffisant. Et progressivement, ils vont améliorer le logiciel, ils vont améliorer le matériel. Et en fonction des usages, on choisira d'aller sur Hype ou sur Solana. Tu sais que moi, j'aime beaucoup Solana et tout ce qui se fait, etc. Mais si tu prends du recul par rapport à la capitalisation et aux moyens déployés, je trouve qu'on n'y fait pas grand-chose de fun de fun. On a eu pas fun, on a eu les Bitcoin, etc. Mais genre il manque encore cette brique qui te met une claque en fait. Alors je sais pas si ça viendra de la performance via FireDancer, ce genre de choses, ou d'applications ou de protocoles, j'en sais rien honnêtement. Mais là sur Hyperliquid, ils vont ajouter des stocks, on va pouvoir trader n'importe quoi et surtout, j'appuie là-dessus, mais on va pouvoir trader. On peut déjà trader on-chain du BTC natif, de l'Ether natif et du Solana natif. Pas wrappé, pas géré par Justin Sun, pas géré par Coinbase, genre un truc vraiment natif. Bon, vous me direz qu'il y a un multisig qui permet de, voilà. Mais en soi, tu peux déposer des fonds sur Hyperliquid, acheter ton BTC et le retirer. Même chose pour Ether Solana. Et bientôt, tu vas pouvoir le faire via une EVM. Et en fait, la question que je me pose, c'est à quel point l'Hyper EVM va pouvoir s'interconnecter, entre guillemets, avec tous les autres L2 ou tous l'écosystème Ethereum. Parce que ce que ça veut dire, c'est que, alors peut-être que je maîtrise pas assez la tech et que je manque des choses. Mais moi, je me dis, est-ce que le end goal, c'est pas que n'importe quelle chaîne et surtout n'importe quelle L2 puisse se connecter à l'Hyper-EVM qui a elle-même accès à Hypercore et donc que, en fait, Hyperliquid, ça devient le hub de la liquidité en crypto avec les meilleures performances, la meilleure liquidité de tout. Et en fait, tout le monde peut en profiter et c'est une sorte de bien commun. J'avais pas la vision, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Disons que dans l'état actuel des choses, c'est un aspirateur. Ouais, c'est à ça. Liquidité. C'est ça. Et tous les revenus, ils sont utilisés pourquoi? Pour racheter le token. Donc après, encore une fois, l'Assistance Fund, donc qui est globalement le wallet, le fonds qui s'occupe de racheter du hype avec les revenus générés par Hyperliquid, donc les frais que les gens payent et tout en tradant, il va être géré par la gouvernance. Donc c'est les gens qui vont décider, qui vont voter ce que va devenir ce wallet, comment vont être utilisés les fonds, etc. Donc c'est pas, genre au bout d'un moment, c'est juste tout le monde va pouvoir voter. Après le truc, c'est que tout le monde a un intérêt à ce que ça reste comme ça. Parce que tout le monde a du hype, tout le monde stake du hype et tout le monde a envie de voir le hype monter. C'est simple. À quel niveau c'est sécurisé? Au point où actuellement vous faites totalement confiance au fondateur du Hyperliquid. En fait, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que vous n'avez pas besoin de faire confiance au fondateur d'Hyperliquid dans le sens où ton BTC ETH Sol natif, tu l'achètes, tu le retires. Oui, de ce point de vue-là, voilà, t'as même plus besoin de penser à ça. Et après, pour ce qui est des perps, tu peux te poser la même question pour un SEX, pour un autre DEX, etc. Donc en soi, les risques pour moi sont les mêmes que les autres plateformes de trading, sauf que quand toi t'achètes en spot, tu peux vraiment les retirer et ça c'est vraiment une folie quoi. Ouais. Et en fait, moi j'en ai un peu parlé et tout sur Twitter. Je trouve que ce que fait CZ, alors c'est son roleplay et c'est ses intérêts. Donc moi je comprends, c'est-à-dire que t'es au centre d'un cartel. qui gère en gros toute la spéculation sur les cryptos et qui génère des milliards à l'année, bien sûr que tu vas défendre ton monopole, ou en tout cas, t'as ton énorme part du gâteau. Mais au bout d'un moment, il y a juste une sorte de dissonance entre son discours pro-innovation, etc., et ce qu'on voit sur Hyperliquid. Et pour moi, le fait qu'il attaque Hyperliquid, c'est genre le truc le plus bullish que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que, pourquoi il attaquerait Hyperliquid? Pourquoi il prendrait le temps de le faire si c'était pas un truc sérieux? Ouais. Tu te rends compte que la première fois qu'il en a parlé, c'est juste pour allumer Hyperliquid. Bien sûr. Mais par contre, je ne comprends pas son roleplay, à part si vraiment il se dit tout mon fric c'est BNB, et là ce qui se passe, c'est ce que j'aurais voulu que la BNB Chain soit. Et c'est un peu le cas, tu vois, parce qu'au final, la BNB Chain, c'est ça, sauf que c'est un mélange de stack Cosmos et de VM, mais ancienne génération. Non, mais en fait, on voit que, pour moi, je pense qu'il voit le potentiel, et peut-être qu'on me prend pour un fou en disant ça le fait flipper, mais ça le fait pas flipper. Mais je pense que ça l'inquiète au fond de sa tête parce qu'il se dit, est-ce que c'est pas le seul acteur actuellement en place qui peut-être être une menace à court, moyen, long terme, en fait. Et le même jour où il a acheté sur Hyperliquid, il a mis en avant son projet de la BNB Chain. Donc, je trouve ça très ironique qui est un petit projet, très déplacé, tu vois. Enfin, j'ai pas creusé, mais qui est pas sensationnel. Moi, honnêtement, les gars, c'est simple, je suis Maxi HL.
voilà, je suis je suis Bitcoin Maxi et je suis HL Maxi. Ouais. Je sais pas si les deux sont compatibles, mais en tout cas dans ma tête c'est compatible. Et par contre, qu'on se dise, tout n'est pas rose sur HL. C'est-à-dire que il y a des problèmes. C'est comme partout. Je trouve que la communication est mauvaise. Je trouve que la documentation est mauvaise. Je trouve que pour trouver certaines choses, c'est pas du tout évident, c'est caché, etc. Enfin, pour avoir dig les choses, on se rend compte que il y a plein de choses qui sont mal foutues. La team est clairement sous-staffée. La fondation, on sait pas ce qu'elle fait, elle communique pas. Les builders sont laissés à l'abandon. J'ai des potes qui buildent dessus. Ils se disent mais comment on se développe quoi. Enfin, et du coup, ça c'est ultra négatif. Par contre, l'autre côté positif, c'est que du coup, dans cet écosystème, tout le monde s'entraide. C'est-à-dire que, vu que la team reste, entre guillemets, très neutre et aide pas trop de team, en fait, tout le monde coopère ensemble, tout le monde essaie de se tirer vers le haut, et j'ai rarement vu ça dans un écosystème. Et donc, après, l'écosystème HL est encore assez immature, il n'y a pas encore de trucs ultra innovants dessus, mais tout est mis à disposition pour faire un truc relativement sexy. C'est juste que j'aimerais plus de proactivité de la team, et puis voilà, je trouve qu'ils auraient dû admettre leur tort, tu vois, sur la situation avec le HLP, Jelly, tous ces trucs-là. Ils ont fait clairement des erreurs, donc ça il faut l'admettre. Ils l'ont pas vraiment admis, tu vois. Et ça, je trouve c'est un peu problématique. Mais réaction instantanée. Ouais. Les réactions instantanées, on prend les mesures, on ouvre des discussions. Maintenant, tu sais que tous les validateurs sont et les gens proactifs sont dans une conversation dans le Discord où ils présentent toutes leurs idées pour améliorer le truc, des messages ultra construits, etc. Enfin, il se passe des choses, tu vois. Et ça, je le vois peu ailleurs. Alors peut-être que c'est juste que je dis pas et c'est très probable. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, en ce moment, je suis vraiment focus sur ça et je suis sincèrement désolé de vous prendre la tête avec ça. Et que ce soit peut-être redondant à force, etc. Mais vous savez que je parle de ce dans quoi j'ai des convictions et ce dans quoi je believe en fait. Et pour le coup, j'ai rarement eu qui encule qui ce soir, simple question, le message de fou dans le chat. Mais voilà. Donc, de toute façon, si vous suivez Coin Academy, vous voyez bien que depuis le début du média, il y a toujours eu le côté Bitcoin, Ethereum, Solana, où on a été très tôt sur Solana, on a forcé sur Solana. Et moi, je lâche pas Solana parce que vous savez pourquoi je l'ai défendu, même dans les moments les plus difficiles. Et vous savez pourquoi je défendrai toujours la vision, parce qu'elle est claire et que ça chip, c'est un truc de malade. Donc Hyperliquid, moi je suis toujours très content que tu en parles beaucoup. Maintenant, on va voir. J'en parle depuis fin 2023. Ouais. Mais non, mais c'est surtout que la vision évolue. Ça fait qu'évoluer et que ils ont cette vision qui est délivrée en fait d'une certaine façon. Et quand ça commencera à stagner, on va dire, on en reparlera. Parce que tu as un bag, frérot, j'en parlais quand j'avais même pas de bag. J'en parlais quand j'en avais même pas de bag. Je payais des gens pour farmer Hyperliquid. J'ai fait un tutoriel vidéo en mode c'est l'airdrop le plus gros à venir en 2024. Je n'ai rien farmé d'autre, donc ou quasiment rien. Donc c'est évidemment que j'ai un bag, parce que si j'y crois, pourquoi j'aurais pas de bag? Au bout d'un moment, on est en crypto, quoi. On est des spéculateurs un minimum, des investisseurs en fonction des horizons de temps, etc. Mais voilà, quoi. Et pour ce qui est de TAO, BitTensor, les subnets, alors j'ai vu. Moi, j'ai des potes dessus, donc je me suis pas mal renseigné. Une première fois les vidéos de Victor Crypto récentes, et c'est vrai que c'est assez violent ce qui se passe. En fait, il se passe beaucoup de choses très intéressantes. Moi, j'ai des potes qui sont dans le top de pas mal de subnets en fait, et qui génèrent pas mal de revenus avec ça, et du coup, qui m'ont expliqué en fait ce qui était intéressant, le rôle des tokenomics, pourquoi ça fonctionne, etc. Et il faut que je digue plus, mais j'arrive pas à voir à quel point c'est plus bullish que HL en fait. Donc c'est complètement différent. C'est complètement différent et c'est peu comparable. Ouais. Mais d'un point de vue purement spéculation, ça m'intéresse moins. Mais c'est vrai qu'il se passe des choses intéressantes et qu'il faut que je passe plus de temps. Et voilà, comme je vous le disais, j'ai des potes qui sont vraiment à fond dedans. Et du coup, c'est cool parce que ça me fait de l'alpha, ça me fait des infos assez intéressantes, quoi. Et en fait, ce qui est d'intéressant, si on veut en revenir à Ethereum, parce que c'est le titre aussi de cette émission, c'est que, souvenez-vous, moi j'ai toujours défendu un truc, c'est non, je ne signe pas la mort d'Ethereum, mais il faut arrêter de croire qu'Ethereum est intouchable et qu'il est deuxième et qu'il est l'éternel deuxième. Et ça, je vous le redis aujourd'hui. Moi, sincèrement, je pense que ça peut se faire flipper. Ah, mais complètement. C'est complètement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant Ethereum, t'avais le VM. Et aujourd'hui, ils essaient de pousser le VM à mort. Mais on voit bien que c'est une contrainte, le VM, de toute façon. Et, comment dire? On a Solana qui leur a mis un coup de pied au cul, qu'on se le dise. Maintenant, ils ont Hype qui leur a mis un coup de pied au cul. Et on a BitTensor d'une certaine façon, où je considère que BitTensor, on fade un petit peu. Et que c'est ultra violent.
Bon, t'as Berachain aussi sur le côté un petit peu DeFi DeGen en ce moment. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un truc que j'ai beaucoup lu sur Twitter et je suis totalement d'accord. C'est qu'ils ont tellement voulu définir ce qui est bien et ce qui est pas bien en disant, ouais, Lido, c'est de la centralisation. Ouais, ça, c'est du degen. On se moque sur les narratifs type d'épine, etc. En fait, au lieu d'embrasser les trucs, même si c'est un peu débile, qui vient se faire chez toi, tu juges ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et en fait, les gens sont en mode, bah, vas-y, je le fais ailleurs. C'est pour ça que Solana a eu autant de succès. Hein. Bah ouais, complètement. Mais en fait, le problème de Solana, c'est qu'on se le dise clairement, il n'y a pas que les meme coins sur Solana, mais c'est quand même une grosse partie de l'activité. Ouais, absolument. Avant, c'était les NFT, après, c'est les meme coins, etc. Et le truc, c'est que il y aura à nouveau des meme coins, il y aura à nouveau des conneries tôt ou tard. Enfin, je pense pas que, voilà, ça a disparu. Enfin, ça va revenir tôt ou tard. Mais le truc, c'est que je pense que les gens ont réalisé à quel point les statistiques n'étaient pas en leur faveur en allant s'amuser sur des meme coins, en fait. Enfin, surtout sur les pump fun et tous ces trucs-là, parce qu'en fait, quand toutes les stats sont sorties, qu'il y a eu des rugs, qu'il y a eu des, enfin, et puis Trump, enfin. Bah, c'est Trump. C'est, en fait, au bout d'un moment, genre, tu te dis, en fait, est-ce que vraiment c'est une chaîne sur laquelle je vais pouvoir me projeter long terme? Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à faire? Alors oui, mais je trouve que, voilà, en fait, en soi, tu veux faire de la DeFi, à mon sens, genre, t'as plus d'opportunités et plus de liquidités sur Ethereum. Tu veux faire ta connerie sur les meme coins, aller vite et spéculer à tout va, etc. Solana est parfait pour ça. Et pour moi, l'à côté, c'est Hyperliquid. Ouais. Et pour moi, maintenant, j'en parle d'une manière un peu plus sérieuse, Hyperliquid, par rapport à ces autres chaînes-là, parce que on arrive dans un paradigme où je pense que la comparaison est de plus en plus légitime. On est encore loin d'un point de vue décentralisation, etc. Blablabla. Même d'un point de vue user, c'est encore tout petit. Hein. C'est vraiment encore tout petit. Mais d'un point de vue revenu, liquidité, volume, etc. Enfin, c'est gros quoi. Donc, bah c'est surtout que ça dépend comment tu veux faire les choses, mais on va dire en general purpose layer 1, bah en leader t'as Solana suit maintenant. Quand tu veux te spécialiser IA, bah BitTensor ressort. Peut-être faut plus parler vers là et doucement. Parce que moi, ils ont l'air de bien m'entendre. Mais peut-être toi un peu moins. Ok. Je sais pas si vous dans le chat vous dites. On va essayer ça. Donc je disais en machine virtuelle généraliste, bah t'as Solana maintenant qui prend du terrain. Dès que tu vas sur des narratifs un petit peu dédiés, bah, par exemple le lending borrowing, t'as AAV. Et en fait AAV, ils en arrivent au point de se dire on va faire notre propre blockchain et on va faire un protocole qui est chain agnostic, mais en même temps on a notre propre blockchain. Comme ça en fait Ethereum, on est là, mais si demain ça se fait flip, c'est plus notre problème. Mais AAV, c'était pas des Ethereum Max? Écoute, non, je sais pas. Tu le sais, bah si. Enfin, en tout cas, c'est l'heure. Mais après, voilà, moi, je comprends totalement ce qu'ils font. Tu veux un autre exemple? Peut-être tu parles trop fort, c'est peut-être pour ça. Tu veux un autre exemple? Quoi? Starknet. Ouais. Starknet, on est Ethereum Align, et maintenant, c'est Bitcoin Ethereum, mais quand même plus Bitcoin. Après, Bitcoin, ils en ont parlé tôt quand même. Ouais, parce qu'ils ont senti le vent tourner. Ils ont senti le vent tourner. Mais tu vois, je dis pas ça méchamment. C'est juste qu'en fait, Ethereum, bah, on leur tourne un petit peu le dos. Alors attention par contre, ça peut aller très vite sur Ethereum. C'est que là en ce moment, c'est session crise, on est à $1,600. Vas-y, les gens sont dégoûtés et tout, parce qu'en fait, les gens mettaient BTC Ether dans un lot et tout ce qu'il y avait ailleurs, c'est je sais pas. Tout ce qu'il y avait ailleurs, c'était un peu le casino. Et en fait, ils se rendent compte qu'Ether, il est pas invincible. Il est dans le même lot que tous les autres altcoins. C'est ça qui se passe. Après, quoi qu'on en dise, le VM actuellement, c'est tout. Enfin, c'est pas que c'est tout, mais c'est genre 90% du marché, non, même plus. Ouais. Et je vois des gens parler de méga ETH et tout. Moi, méga ETH, sincèrement, j'ai beaucoup d'attentes. Moi aussi. Mais je voyais que quelqu'un disait méga ETH peut mettre en péril Hyperliquid. Frérot, déjà, bonne chance pour avoir la même liquidité que Hyperliquid, tu vois. Enfin, bonne chance pour arriver à faire ce qu'ils ont fait sur ta chaîne qui n'est même pas en mainnet, non? Enfin, c'est pas en mainnet, méga ETH. Donc, je sais pas, moi en ce moment, je hyper focus. Je focus vraiment une seule chaîne pour voir jusqu'au bout parce que c'est vraiment là où j'ai le plus de conviction et c'est surtout là où en fait j'ai l'impression que d'un point de vue token on se fout le moins de la gueule des gens par rapport à d'autres blockchains. C'est-à-dire que genre c'est ça. En vrai, je pense que des gens doivent se dire mais Hype c'est un putain de Ponzi, tu vois. Bah en fait, moi je vais te répondre simplement le big up à Joestar que je vais faire, tu vois. Joestar fait un tweet où il dit faut arrêter de mélanger token et tech. Et en fait, moi, je suis totalement à l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lances un projet crypto, après, c'est mon avis, hein, tu lances un projet crypto, token et tech, ça va ensemble. Tu peux pas juste dire, vas-y, je lance... Je dirais ça autrement. C'est-à-dire que forcément, les deux vont ensemble,
mais en tant qu'investisseur, tu vas être capable de faire la différence. Oui, quand tu crées un projet, tu peux pas lancer un jeton et dire ouais, ça se passe pas non, moi, mal. Vraiment, je te dis d'une perspective investisseur. En fait. Ouais, c'est surtout ça. Bien sûr. Parce que ouais. Le problème, c'est que là, il y a trop de gens qui ont lancé des projets et qui sont en mode ouais, bah de toute façon, si ça va à zéro, c'est que le marché en a décidé ainsi. Parce qu'en fait, personne n'a besoin de rendre de compte. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Ils vont faire la blague toute la soirée. En fait, personne n'a besoin de rendre de compte. Bon, bah si ça marche, tant mieux, j'ai encaissé. Si ça marche pas, bon bah c'est pas grave, on aura essayé. Il y a aucune responsabilité. Moi, j'ai toujours envie de m'intéresser à un projet qui va vouloir valoriser son jeton. C'est pour ça que moi, quand tu me parles de hype, je suis en mode full yes. Tous les systèmes de buyback ou buyback and burn, déjà, de tout ce que tu la veux. distribution initiale. Oui, mais ça, c'est encore un truc parmi tant d'autres. C'est genre, mais c'est tout l'après. Actuellement, il y a que la communauté qui a des tokens. Ouais, c'est vrai. Genre, il y a pas de VC, personne n'a été avantagé, etc. Et si t'as pas farmé, tu pines ta tente. C'est à toi d'aller en acheter, tu vois. Enfin, globalement, c'est ça la grosse différence. Et c'est surtout que ils chouchoutent leurs tokens. Et ils le font publiquement, tu vois. Ouais. Parce que plus personne ose parler de son token maintenant, tu vois. Et c'est pour ça qu'on avait un peu cette discussion, ouais, on sait pas, mais plus personne parle de son token. Or, là, j'ai vraiment l'impression que Hyperliquid, ils sont très focus produits, mais de par leurs actions, tu vois qu'ils mettent énormément d'espoir dans leur token et dans l'importance que ça a dans le projet. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant. Et je pense que c'est ce que le BNB aurait toujours dû être. Et je pense, enfin, moi, personnellement, je trouve ça choquant. Binance, qui est globalement un cartel qui a énormément de parts de marché, qui fait des milliards à l'année, ne soit pas capable de sortir un produit équivalent. Alors ils peuvent, et ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Est-ce que, enfin moi, à la place de CZ, moi c'est ce que je ferais. Je pense que c'est dans les cartons. Parce qu'en fait, à la base, tu sais, t'avais la Binance Chain, qui était une espèce de fork d'Ethereum tout aussi lent en fait. Attends, juste, je rebondis juste. Quelqu'un qui dit ils ont aucun intérêt entre guillemets de le faire, je suppose. En fait, c'est simple. Tu te réinventes pas, t'es mort. C'est comme ça que ça marche dans le monde et dans l'entrepreneuriat, dans le capitalisme. Et tous ceux qui ont décidé de pas se réinventer, ils sont morts. Et c'est même Sizi, il y a 2 ans, qui disait que en fait, il fallait continuer d'innover ou de racheter des boîtes ou de payer les gens pour innover et être de ce côté-là. Sinon, t'es foutu. Mais tu vois, là, t'as dit les termes. Pour moi, hein, historiquement. Après, à l'époque, Sizi était patron. Maintenant, il n'y a plus patron. Mais bon, ça reste quand même un gros staker de BNB. Il va pas laisser faire. Je pense qu'il a 2 chiffres du supply déjà. T'avais la BNB Chain. Donc, pas la Binance Smart Chain. La BNB Chain qui était un espèce de fork d'Ether. Où en fait, tout le monde s'en battait les couilles de la BNB Chain. Ouais. Puis, ils ont sorti la Binance Smart Chain qui, en fait, ils ont pris le Cosmos SDK. Ils ont mis de l'EVM dessus. Comme ça a été le cas de Polygon et plein d'autres, ils ont été avant-gardistes sur ça et ils se sont mis au niveau. En faisant ça, déjà, t'as des blocs super courts, une finalité courte, t'avais les performances. Bref, ils étaient suffisamment performants. Oui. À quel moment Binance a innové on-chain? Ils ont pas fait. Ils ont fait peut-être avec le Binance Wallet qui est genre lié au SEX et au DEX et d'une certaine manière. En fait, là où ils ont été pas trop cons de mémoire, c'est que quand tu te trompais et que tu faisais par exemple une transaction Ethereum de Ether à Binance et que tu te trompais d'adresse, ça a spawné sur la Binance Chain et ils arrivaient à se démerder pour te filer des ronds. Donc du côté UX, c'était pas mal. C'est juste que maintenant, s'ils veulent en fait se mettre au niveau, ils font comme Hyperliquid, ils fork Sui, ils mettent de l'EVM dessus et voilà. Picsou, tu peux expliquer comment HL va se passer de la liquidité venant d'Arbitrum? HL n'a pas besoin d'Arbitrum pour exister, dans le sens où aujourd'hui ils en ont besoin parce que techniquement, ils n'ont pas du SDC natif sur Hyperliquid, sur le L1. Mais le jour où ça arrive, peut-être que je suis abruti, hein, mais je pense que Arbitrum réduit énormément son activité et sa pertinence. Pour moi, aujourd'hui, Arbitrum, c'est vraiment le bridge d'Hyperliquid. Tu vois beaucoup de projets intéressants qui sont bâtis sur Arbitrum. Moi, je vois juste des forks de AAV ou de d'autres choses qui existent sur d'autres L2 qui sont sur Arbitrum et qui vivotent. Et si tu regardes la majorité des sous aujourd'hui qui sortent de Solana et Ethereum, il y en a beaucoup qui vont sur Arbitrum, mais pas pour aller sur Arbitrum. Ils vont sur Arbitrum pour aller sur Hyperliquid. Mais ça, c'est pareil pour tout. Donc pour moi, il faut vraiment du stablecoin natif sur Hyperliquid L1 et surtout, on se rend pas compte, mais les gars, là actuellement, Hype c'est la 11e crypto la plus valorisée en FDV, c'est listé nulle part, c'est boycotté genre. Complètement. Oui. Tu te rends compte de la dinguerie? Pour moi, c'est un des projets les plus innovants. C'est boycotté de tous les exchanges quasiment. On est où là? Non mais on est où? Et c'est ça aussi qui empêche le fait d'onboarder beaucoup de gens, qu'il y ait beaucoup de gens qui découvrent, etc.
En fait, pour moi, c'est pour ça qu'en ce moment, je deviens fou. Alors peut-être que je suis totalement matrixé et que je comprends rien. Mais là, en ce moment, je vois des mecs dans la recherche, genre même l'ancien CEO de Messari, des mecs de Paradigm, de plein de boîtes, etc., qui voient la même chose que moi. Et pour autant, genre les exchanges centralisés, qui sont globalement un bon moyen d'accéder à n'importe quelle chaîne, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est limite mieux de faire un retrait d'un exchange pour aller à une autre, enfin pour aller sur une chaîne, parce que t'as trop de slippage on-chain, parce que c'est trop compliqué, quoi. Et ça c'est bloqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder. Donc en fait, pour être honnête, ça me rend fou de cet écosystème de merde, parce que je me dis que, et en vrai, je pense que c'est comme ça que peut-être les gens de BitTensor l'ont ressenti à un moment, peut-être que les gens de Caspa l'ont ressenti, etc. C'est-à-dire que en fait, t'as une proposition qui est différente, et eux, tout ce qu'ils foutent là, c'est lister des putains de shitcoins qui sont inutiles, qui ne servent à rien, ou genre, voilà. Tout ça, et pour derrière ne pas lister des choses intéressantes, pour te dire, Binance a listé Ondo il y a 2 ou 3 jours. Ouais, je sais. Le projet a 1 an ou 1 an et demi d'existence. On est où, là? Je sais, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas réussi à les racketter leur supply. Ouais. C'est juste parce qu'ils n'ont pas accepté de donner 8% de mais tu vois, j'allais te dire, c'est peut-être une galère à intégrer, mais t'as quand même KuCoin, BitGet qui ont fait l'effort. Hein. C'est du foutage de gueule. Maintenant, il y a le VM, en fait. Maintenant, il y a l'hyper VM. Donc, en fait, c'est réglé, en fait. Maintenant, t'as même un multisig sur la chaîne natif. Ouais. Je sais même pas, il y a pas beaucoup de chaînes qui font ça nativement. Personne, je crois, fait ça. Ou si, il y a peut-être NIR, peut-être NIR Protocol. Donc, en fait, tout ça m'a un peu dégoûté de l'écosystème, dans le sens où, voilà, je trouve ça extrêmement honteux. Et au bout d'un moment, quand on prône de l'innovation à longueur de journée, et que on liste des retard Finder Coin en perp et en spot et tout ce que tu veux, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail de feignasse, et ça me dégoûte profondément. Ouais. Après, pour autant, Binance, c'est utile. Beaucoup de gens, énormément de gens l'utilisent. C'est un bon produit. Enfin, genre, je suis pas en train de dire que c'est nul à chier, quoi. Mais c'est juste que faut juste nous dire clairement, est-ce que tu fais du business ou est-ce que tu es là pour faire avancer l'écosystème? Et des fois, j'ai l'impression qu'on veut faire avancer l'écosystème, mais que quand ça va dans notre intérêt, tu vois. De toute façon, qu'on se le dise, hein, le game centralisé, il devient de moins en moins intéressant. De quoi, le game? Tous les exchanges confondus, par rapport à tout ce qui se passe on-chain. Et c'est pour ça que, genre, il y a même, tu vois, Ben de Bybit, donc le founder et CEO de Bybit, et tu regardes même OKEx, et ils essayent tous de faire des solutions on-chain. Ils ont tous maintenant un onglet Web3, et ils se rendent compte que, en fait, tout le trading des meme coins, en tout cas, il y a une grosse partie qui passe via Raydium et tous ces trucs-là et qui leur échappe. Et c'est pour ça qu'ils veulent s'impliquer. Ouais. Et là, je pense qu'ils se rendent compte que, tout comme Raydium, ils ont pas pu trop choper leur volume à part en listant assez rapidement, globalement des daubes, mais que tout le monde voulait trader, je suppose, d'une certaine manière. Maintenant, il y a un peu ce cas de figure aussi avec Hyperliquid. Donc, je trouve que, et puis même Binance et OKEx qui se serrent la main pour lister le Jelly, alors que le wallet qui a voulu exploiter le Hyperliquid, c'était un wallet qui était financé par les deux aussi. Alors peut-être que c'est une coïncidence en vrai. Non, il n'y a pas de coïncidence. Mais les gars, on sait que ça ira nulle part. Comment tu peux défendre un exchange centralisé, genre, enfin, il y a des gens qui défendent un exchange centralisé comme leur daron. On te demande, tu voudras faire un peu d'analyse technique ou pas, toi, sur ce PC? On peut ouvrir les graphiques ou CoinGecko après, parce qu'il y a TradingView sur CoinGecko et tout, parce que sinon ça va être des galères. Ouais. Parfait. Mais voilà, quoi. Vous avez vu Mantra? Évidemment qu'on a vu Mantra, on va en parler, évidemment. Top 7 Jufara. Top 7 Jufara. Mais il est puissant ce marché. Les gars, vous en avez pensé quoi du tweet, là? il est puissant ce marché, c'est clair. Après, c'est cyclique. Voilà, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. C'était pareil fin 2022, début 2023, on se faisait chier à la mort. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est toujours la même chose. Bref, je vous propose d'enchaîner sur le Coin Hebdo. Et ça fait plaisir de faire cette édition en IRL, ouais. On aura l'occasion d'en faire d'autres quand tu seras de passage à Double ou mais de toute façon, moi, je reste encore 3 semaines. Hein. Ouais, je sais. Donc je pense que les prochaines, on les fera aussi ici ou autre part, je sais pas. Mais... C'est ça. Moi, je peux bouger le matos au besoin. Moi, c'est juste que j'ai une connexion instable, les gars. Mais peut-être pour faire une vidéo ou enregistrer une vidéo, c'est jouable. Mais c'est juste que, en fait, je suis surpris d'avoir des coupures de connexion sorties nulle part, quoi. Ouais, là, franchement, je suis dans un hôtel. Moi, il est bien. Le setup, il est bien. Bon, il y a le micro qui fait un petit peu le bordel par moment, mais tu vois, ça a l'air d'aller. Ils arrêtent de parler du micro depuis tout à l'heure, donc c'est carré. Vas-y, je monte l'écran, c'est parti. Donc, hebdo de la semaine. Merci encore une fois
à Bitpanda de sponsoriser cette émission. Bitpanda qui ne fait pas que de la crypto d'ailleurs, hein, qui fait aussi des actions, qui fait des indices, des ETF, des matières premières, ils font pas mal de choses. Donc voilà, si vous voulez trader de la crypto, si vous voulez trader d'autres types d'actifs, parce qu'en ce moment les cryptos ça vous prend un petit peu la tête, vous pouvez. Moi je vous avoue que de toute façon je pense que c'est comme ça que ça va se passer, Picsou, c'est que on va voir d'un point de vue macro si ça reprend un peu des forces sur le marché, on va dire classico. Dubaï, je pense. Ouais, alors Dubaï qui me bloque Bitpanda, visiblement. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Bon, c'est pas grave. Pour Bitpanda qui est accessible depuis l'Europe, hein, bien entendu. Vous avez le QR code sur votre écran si voilà. ça vous intéresse. Je crois qu'il se mettra comme ceci. Voilà. Donc, bref, je voulais vous présenter la plateforme, mais je ne peux pas. Je suis bloqué par la dictature dubaïote. Non, je rigole. Ne me mettez pas en prison. Mise à jour Pectra sur Ethereum. Du coup, j'enchaîne. Donc, comme je vous le disais plus tôt dans cette émission, on a la prochaine mise à jour d'Ethereum qui a enfin une date actée au 7 mai 2025. Cette mise à jour qui va permettre d'avoir plus d'espace pour les roll-ups. D'ailleurs, je vais vous mettre ce tweet directement. Il est parfait. Donc, on va avoir de l'abstraction de compte. Donc, ça va faciliter quand même pas mal de types d'applications, notamment. Ça va faciliter aussi l'expérience utilisateur. C'est bullish pour tout le VM, en fait, surtout. C'est bullish pour tout le VM, mais c'est surtout peut-être bullish pour le L1 qui en a bien besoin en ce moment. Et on a aussi le sponsoring de transactions. Alors, je sais pas pourquoi je peux plus dessiner en rouge, mais bon, bref, c'est pas grave. Sponsoring de transactions, ça veut dire quoi? C'est que si tu as des applications qui ont envie de vous sponsoriser les frais, c'est-à-dire vous dire, bon, bah, les frais, c'est pour moi aujourd'hui pour que vous puissiez tester l'application, ils vont pouvoir le faire. Donc ça manquait. Et c'est vraiment cool que ça arrive. Voilà, donc plus d'espace de blob, plus besoin de devoir autoriser un token dans un premier temps, swapper dans un second temps. On va pouvoir faciliter grandement. Mais pourquoi ça a pris autant de temps, ça? Je sais, franchement, je sais pas. On est en big 2025, on a ça seulement maintenant. Alors que l'IA existe, on envoie des gens dans des fusées, on fait des images en 2 secondes. Franchement, j'ai pas la vision tech, donc je me rends pas compte à quel point c'est le bordel, mais tu vois bien qu'à chaque fois pour faire un truc qui existe depuis 2 ou 3 ans ailleurs, c'est long. On a aussi la limite de staking pour les validateurs qui passe de 32 à jusqu'à 2048 Ether. Donc ça veut dire qu'un validateur peut au lieu d'avoir je sais pas combien d'ordinateurs et mettre 32 Ethers par validateur, bah là tu peux avoir un méga validateur avec 2048 Ethers. Du coup on va avoir une meilleure idée de la décentralisation d'Ethereum. Aussi, tout à fait. Et petite correction que j'ai remontée à l'ami Asher. Asher, dans sa dernière vidéo sur Ethereum, vous a dit ouais qu'Ethereum Pectra, on aura une finalité au bout d'un bloc, au bout de 12 secondes. Non, malheureusement. J'aurais kiffé, mais non, la single slot finality, c'est pareil, on l'aura probablement en 2026 ou en 2027. Donc ça mettra toujours 15 minutes pour avoir une vraie finalité, alors que ça met quelques secondes chez les concurrents. Et pour moi, la prio, elle est là. En fait. Mais en fait, le truc, c'est que, en fait, tu vois, quand je lis tout ça, et même maintenant, il a la possibilité de payer les frais de gaz avec d'autres cryptos, on est d'accord, non? Ou est-ce que ces cryptos, elles sont swappées en Ether pour les payer? Enfin, parce que moi, j'avais compris ça. Je crois que ça arrive, ça aussi, ouais. Je crois que ça arrive. Payer des frais avec des tokens autres que le TRH. Tout à fait. Donc, t'as le sponsoring et t'as ça. Mais du coup, genre, à quoi sert l'Ether, là? La question qui fâche. Non, mais enfin, si on n'a même plus besoin d'Ether pour payer des frais de gaz, on est où, là? Enfin, d'un point de vue X, c'est mieux, mais... En backstage, je sais pas comment ça va se passer, par contre. Peut-être que tu auras quand même de l'Ether en backstage, mais c'est vrai que ça peut le dévaloriser plus que ça le valorise. Je vais regarder juste le chat Twitch, parce que là, on vous voit pas. N'hésite pas, sinon t'as le PC à côté. Je peux débloquer. Je te le débloque en 2 secondes. Comme ça, on a le chat. Je crois que je vais le mettre là, hein, c'est mieux. Hein. Bien reconnecté au Wi-Fi. Excusez-nous, hein, c'est top... C'est top. On va être bien connecté. Hein. Bah écoute, je vais lire ça, je vais regarder un petit peu. C'est top à la bonne franquette, tu le connais? Ouais, c'est bon. Ouais. Parfait. On voit les potes. Donc, pas mal de petites choses qui arrivent sur Ether qui permettent de se remettre au niveau, mais ce sera probablement pas suffisant, mais au moins ça avance. Voilà. Toujours dans la même lignée, d'ailleurs, j'avais noté le tweet de Vitalik. Les gens qui disent toujours de l'ETH en background. Toujours de l'ETH en background, d'accord. C'est donc, bon. Voilà. On essaie de pas assez renseigné sur le sujet, il faut le dire. Sur ce sujet-là, c'est tant mieux. Tant mieux, ça me semblait assez évident, tant mieux du coup. Voilà, donc ensuite Vitalik qui nous parle de Fusaka. Alors Fusaka, c'est la mise à jour après Pectra, qui arrivera d'ici la fin d'année, avec justement le Pierdas qui faciliterait en fait la vérification des données sur la chaîne, et qui permettrait donc d'avoir un gros boost d'un coup pour les roll-ups, en passant d'un espace de blob de 6 blobs à 48. Donc 48 divisé par 6, ça fait 12 je crois. En gros, tu multiplies par 12 l'espace pour les roll-ups. Donc tu commences à avoir un bon débit de transactions par seconde sur tous les roll-ups confondus. Et si dans la foulée, ils arrivent à améliorer l'UX de sorte à ce que tu te rendes même plus compte que tu passes sur tel ou tel roll-up, tu commences à avoir une expérience qui se rapproche un peu de celle de Solana. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Mais sur un réseau de plus d'1 million de validateurs.
et pas sur un réseau de 1500 validateurs. Donc ça, c'est assez violent. Surtout que sur Solana, même si tu as 1500 validateurs, en réalité, tu as un peu moins de 100 validateurs qui pèsent plus de 70% du poids de staking, ce qui n'est pas du tout la même chose sur Ethereum. Donc niveau décentralisation, c'est incomparable et c'est le choix d'Ethereum. Il y a quelqu'un qui nous dit, vous avez vu la dernière vidéo de Grand Angle Pas Crypto vu. sur Ether? Moi, j'ai pas vu non plus. Voilà. Et après Ethereum Fusaka, tu auras Glamsterdam qui sortira en 2026 très probablement, où on aurait un block time de l'ordre de 8 millisecondes, 8 secondes potentiellement, et aussi un gas limit qui serait bien supérieur. Donc je réponds à un message, tu sais, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, vous pensez que les institutionnels abandonneront Ethereum au profit d'une autre chaîne après avoir commencé à build dessus? Pour moi, il n'y a aucun monde où ils arrêtent de build sur Ethereum. Pareil. BlackRock est déjà sur Ethereum. Toute la TVL de la DeFi est sur Ethereum. Les plus gros stablecoins sont natifs sur Ethereum. Et dans tous les cas, le VM permet d'accéder à tous les layers 2, tout le gros de la DeFi en fait. Donc en soi, enfin t'es institutionnel, tu vas pas sur Ethereum, tu vas où? Bah en fait, tu vas nulle part. Tu vas là. En fait, les instituts ils vont arriver sur Solana là. Non, bah si Solana devient top 2 avec 3 ou 4 fois le market cap actuel. Tu vois ça arriver, toi? Moi, j'arrive pas à y croire actuellement. Moi, frérot, ça c'est gros, ça fait des années qu'ils peuvent flip Ethereum. Enfin, j'abuse entre guillemets, mais enfin, ils ont eu leur fenêtre de tir, quoi, non? Bah, frérot, c'est toi le trader. Enfin, on va regarder. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, même si Solana surperve de baiser Ethereum, je vois pas l'intérêt pour un instit de build sur Solana alors qu'il peut build sur Ethereum. Bah, enfin, justement, dis-toi, un instit, il a de la size. Ouais, bien sûr. S'il a de la size, il va vouloir exécuter là où il y a le plus de liquidité, le plus de TVL et les choses les plus safe, tu vois. Donc après, est-ce que c'est eux qui buildent leur propre, entre guillemets, smart contract et qui buildent des protocoles, etc. Là, c'est encore un autre sujet. Mais il faut être rationnel. Aujourd'hui, les instits, en termes de blockchain, ils sont très largement sur Ethereum. Enfin, je les vois pas aller ailleurs, quoi. Je suis d'accord. Mais moi, je reste assez convaincu que ça peut changer si Ethereum se mine pas le cul. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais pour aller où, genre? Bah, peut-être sur de la DeFi Bitcoin, sinon sur Solana. En vrai, la DeFi Bitcoin, ça fait longtemps qu'on lui donne une chance. Pour l'instant, il y a toujours rien. Hein. Je sais bien parce que t'as pas de solution suffisamment décentralisée qui le permet. Mais avec les initiatives de BitVM et Starknet, ça pourrait changer, ça aussi, tu vois. Ah, mais c'est long. Ah, c'est très long. C'est très long. C'est pour ça qu'Ethereum a encore de la marge pour se manier le cul. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est que Pectra sort le 7 mai, ça se passe bien. On leur donne une vision claire en disant, bon voilà, c'est bon, Pectra c'est sorti, Fusaka, ça va être ça, voilà une deadline, on va la tenir, et les gens se disent, putain, ça commence à aller vite. Et que pour la première fois, ils se disent, c'est bon, Ethereum est capable d'aller plus vite, et que ça envoie un signal, tu vois. Pour moi, l'enjeu, il est simple, c'est, tu dois avoir l'équivalent, entre guillemets, d'un fantôme sur Ethereum, où genre, tu mets ton email, enfin, tu vas me dire, fantôme est compatible Ethereum, mais où tu réfléchis même pas en blockchain ou en token, etc. Et c'est exactement ce qu'ils font avec Pectra là. Ouais. Donc pour moi, ça va clairement dans la bonne direction. Chose que Solana ne fait pas d'ailleurs. Moins. Ouais. C'est. Enfin, l'abstraction de compte tu l'as à ce niveau-là. Tu l'as toujours eu, mais en fait, c'est juste que Solana, tout le monde utilise Phantom, voire Backpack, mais Phantom, t'es pas là en mode tu mets un email, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Après, t'as un fantôme, tu peux faire ça hein, déjà. Donc, et puis même t'as plein de trucs avec Privy qui sont bien foutus aussi. Mais non, en tout cas, il faut rendre ça beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, pas prise de tête. Et c'est là où Solana a gagné en fait, hein, d'ailleurs. Clairement. C'est là où Solana a gagné. Solana a gagné entre guillemets par, bon, évidemment la performance, mais par l'UX. Et les frais qui sont minuscules aussi, tu vois. Et le truc, c'est que ça va continuer de scaler à fond la caisse. Et je pense que 00 V1, on va dire un truc à peu près utilisable, on en aura un dès 2025. C'est-à-dire que c'est pas, en fait, Solana, c'est pas, ouais, vous verrez dans 3 ans, machin, ça chip. Hyper liquide, pareil, ça chip. BitTensor, on en a découvert l'existence, nous, en 2024. Ça existe depuis avant, mais nous, on s'y intéressait depuis 2024. Pareil, tu vois. Depuis 20-30 $, ouais. Et pareil, BitTensor, en gros, ils ont sorti BTAO, ils ont sorti des subnets, il se passe plein de trucs, t'as plein de subnets. En plus, il va y avoir des subnets tout le temps qui vont sortir maintenant. Donc, je pense que BitTensor, il peut y avoir un comeback intéressant. J'ai jamais mis les pieds dedans, j'en ai jamais acheté encore, mais ça fait partie des actifs qui me titillent. Dans les années. Ouais, moi BitTensor ça m'intéresse, mais j'ai pas pris position pour l'instant. Moi, enfin après évidemment t'as la size qui joue, il y a la version risque qui joue, enfin tous ces trucs là. Ouais. Et encore une fois, je parle beaucoup de hype, mais à tout moment hype se casse la gueule, va à zéro, j'en ai aucune foutue idée. Et moi c'est ma plus grosse conviction. Mais bref, moi j'ai un wallet de semi-daron.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire j'ai le wallet TradFi BTC, Ouais. mais la petite touche de folie avec hype. Bah ouais, mais t'as raison. Et puis voilà. Et après, les gars, oubliez pas. Enfin, moi, je suis pas anti-Ethereum, etc. Encore une fois, on différencie le token et la tech, etc. Et là où il y a la TVL et tous ces trucs-là. Moi-même, j'ai investi dans Mega ETH. J'ai investi dans plein de trucs. Donc je jette pas ça à la poubelle, hein, les gars. C'est pas. Bah, c'est surtout qu'à un moment donné, la réalité, c'est que la Bitcoin dominance, elle fait que monter en flèche. C'est ultra violent. Et que je pense que tu t'es posé la question, est-ce qu'on va pas aller rechercher les niveaux de 70% qu'on a eu à l'époque? En vrai, je réfléchis même pas à Bitcoin dominance, en fait. Je regarde peu en ce moment ça. Mais c'est surtout, regarde ETH-BTC. Hein, Ah bah oui. non mais regarde, tu vas en haut, là tu mets ETH-BTC. Bah ouais, c'est la crise. Et ça, j'ai fait un tweet dessus. Et encore une fois, ça se trouve, c'est le bottom, j'en ai aucune idée. Voilà. Enfin, c'est juste un constat. En fait, moi, mon constat sur Ether contre BTC, c'est dans une tendance haussière long terme où tu fais des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Bah là, en fait, t'as pas réussi à faire un sommet plus haut que les précédents. Et tu reviens sur le dernier lot long terme à défendre de 2020, en fait. Donc, en fait, enfin, ça veut pas dire qu'on peut pas faire ça et voilà. Mais ce que ça veut dire, c'est que, c'est clairement pas le graphique le plus bullish que j'ai vu. Et long terme, là, on est en une bougie égale un mois. Sincèrement, je me pose véritablement des questions, quoi. En fait, le rebond, c'est maintenant. Et c'est pour ça que, en fait, à chaque fois, j'en parlais sur Twitter. En fait, pour moi, même si vous vous dites, ouais, je vais pas make it avec Bitcoin, moi, je suis dans les alts et tout. Tes alts, elles vont pas partir to the moon si BTC il va à la cave. Donc, sincèrement, pour moi, le meilleur plan, c'est, tu t'exposes déjà progressivement au marché si tu veux t'exposer via Bitcoin. Et ensuite, tu regardes ce qu'il y a de la force vs Bitcoin. Et ensuite, là seulement, tu te positionnes. Mais pour moi, faut s'exposer au marché principalement par Bitcoin. Et ensuite, t'avises. Mais tu peux pas, s'exposer principalement au marché via les altcoins, pour moi, ça me semble très contre-intuitif. Yes. Et je le disais déjà sur les derniers dips et sur d'autres trucs. Donc voilà. Si vous voulez voir ce qu'il y a de la force face à Bitcoin, bon, vous avez le site Blockchain Center, vous pouvez vous mettre en BTC, puis filtrer. Sinon, vous pouvez aussi, par exemple, sur CoinGecko, choisir la devise. Et sur la devise, vous mettez BTC. Là, c'est pareil. Vous pouvez filtrer et voir qu'est-ce qui a super farmé Bitcoin sur 7 jours. Pour avoir plus, 30 jours, c'est mieux en vrai. 30 jours, c'est mieux. Ouais. Et Maker, il se passe des choses. Ils font beaucoup de revenus et tout, ce que j'ai vu. Hein. Et je crois qu'ils rachètent leurs jetons, Maker, avec leurs revenus, non? Il n'y a pas un truc comme ça peut-être dans le chat, ça, vous savez? Ça, j'avoue, je sais pas. Peut-être il y a des experts DeFi et tout, mais moi, en tout cas, on m'a dit que c'était une machine à générer du cash, Maker. En tout cas, là, sur notre petit défi Yama, t'as toujours Pumpfun qui fait sa life, hein. Jupiter Pumpfun. Ouais. Mais après, en fait, ce qu'il faut regarder aussi, c'est par rapport aux émissions. Mais tu vois, Hyperliquid est assez haut. Mais en fait, si tu regardes ici, où est-ce qu'il y a des revenus qui retournent directement dans le jeton? Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Ça, je sais pas. Jupiter, d'ailleurs, il y a du buyback. Il y a du buyback. Jupiter, il y a du buyback? Ouais. Ok, nice. Ah oui, c'est vrai. Pumpfun, c'est pas le cas. Tron, c'est pas le cas. Uniswap, c'est pas le cas. Lido, c'est pas le cas. Meteora, c'est pas que je sache. Je sais pas. Jito, je crois que c'est pas le cas. Sky, c'est pas le cas. Solana, c'est pas le cas. AAV, c'est le cas. Donc en fait, on a peut-être 2-3 dans la liste max. Hein. Et je crois que c'est surtout qu'il faut regarder en mode advanced et faut surtout faut surtout, moi je dégage les fees et je regarde les revenus en fait. Tac, et tu fais, attends, c'était quoi revenu 30 jours, ça je dégage, tac, revenu 30 jours. Tu vois, sur les revenus 30 jours, c'est Tether, Circle, Tron, Hyperliquid. Ouais, c'est violent. Hein. Ouais. C'est violent. Mais comme tu disais, ouais, t'as quand même Maker, t'as Sky qui est là. T'as Sky qui est là. Phantom, ils font des revenus comment? En fait, tu regardes dans la liste, tu te rends compte que, alors peut-être que c'est la régulation, etc., mais t'as vraiment la sensation que 90% des projets qui font du revenu, ils extractent. Ouais. Genre Tether, en vrai, ils extractent. Circle, ils extractent. Tron, ils extractent. Pumpfun, ils extractent. Bon, Solana, ils extractent pas spécialement. Phantom, ils extractent en vrai. Ouais. Après, même s'ils ont une vraie utilité et tout. Coinbase Wallet, ils extractent aussi. Photon, ils extractent aussi. Bullix, ils extractent aussi, je suppose. Aerodrome, je crois qu'il se passe des choses. Ouais. ETH est loin. Oh, bah ouais, ETH, c'est la crise. Mais là, ça peut changer parce que je crois que c'est avec Pectra, mais je suis pas sûr. Mais il me semble, ou alors ce sera Fusaka après. En gros, ils veulent imposer au roll-up de payer plus par défaut pour pouvoir poser de la donnée dans les blobs. Ah ouais? Ouais. Du coup, ça peut faire
Ça peut faire ruisseler un petit peu de valeur, mais ça reste à voir. Hein. J'avoue que je vous dis pas ça avec une grande conviction. Hein. Désolé les gars. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit. Alors, mais Hype, c'est pas du buyback and burn. Il a vocation à être vendu et redistribué, non. Une autre question qui est, on va faire quoi quand la fondation va vendre les Hype qu'ils ont rachetés? En fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, peut-être que je me trompe, hein. Mais moi, de ce que j'ai lu, l'Assistance Fund, il est géré par la gouvernance. Et la gouvernance, globalement, elle est gérée par les gens qui votent. Et ça va être quoi? Ça va être les stakers, les validateurs, globalement. Donc, c'est des gens qui eux-mêmes ont du hype et qui veulent que le hype s'apprécie. Enfin, ils ont tout intérêt à ce que le hype s'apprécie. Donc, je ne pas se tirer une balle dans le pied. Enfin, en fait, c'est pour ça que je parlais aussi de l'airdrop et tout. Je suis en mode, en fait, vu qu'ils chouchoutent leur coin, je vois pas l'intérêt, de airdrop maintenant. Ils en ont pas besoin. Et deux, pourquoi ils iraient arrêter de buyback du hype? Enfin, en soi, c'est vrai que ce serait peut-être sain de se faire des réserves, je sais pas, de Bitcoin, tu vois, ou peut-être de cash, j'en sais rien. Mais le cash, tu prends le risque de te faire censurer. Ethereum, il préserve mal sa valeur. Tout le reste, bon, on oublie. Il y a que Bitcoin, quoi. Il y a que Bitcoin. Et donc voilà. Et après, pour ce qui est de l'utilisation des fonds, ça va être la fondation, enfin c'est même pas la fondation, c'est la gouvernance, donc ça va être les gens qui votent, qui stake, etc. Donc et ces gens-là ont tout intérêt à ce que le hype monte encore une fois. Donc voilà. Après peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai loupé un truc, mais moi c'est ce que j'ai compris. Et Fartcoin qui nous fait un petit x2,7 là en 30 jours aussi. Ouais. Bon, incroyable. Hein. Incroyable, hein. T'as quelques mimes qui... Innovation is real. T'as quelques mimes qui ont wake up, hein. Le Paycoin le coin de Pay qui a surperformé la finance traditionnelle gérée par Larry Fink, c'est ça? Gigachat qui est un petit peu monté. Mourad qui continue de faire ses trucs comme si de rien n'était. Bah après moi je le comprends, hein. Enfin genre en mode lui c'est sa thèse, il a acheté tellement bas aussi, les gens se rendent pas compte, hein. C'est parce qu'en fait sa thèse s'est fait connaître entre grands guillemets quand tout a pété, mais il est déjà positionné depuis un bon moment. Et puis après Mourad il a pas fait la salope, hein. Il a ses wallets qui sont leaks, hein. Donc s'il avait vendu, je pense que c'est le premier truc qu'on saurait à Unchain, hein. À surveiller. Moi, j'avoue que c'est pas contre Mourad, mais c'est vrai que la thèse Memecoin, j'ai trouvé ça rigolo. Moi, je pense que ça s'essouffle là avec tout ce qui s'est passé là. Ouais, mais Trump, ça a été vraiment le coup. Bah, après, en fait, il y a Trump, mais c'est surtout Milley avec l'autre, etc. Là. Ouais. Ça m'a fatigué. D'ailleurs, en parlant de Trump, les gars, vous êtes peut-être pas au courant, mais l'ami Trumpinho Panivigno, il va toucher ses premiers jetons dans 4 jours. Ouais. Mais c'est pour ça que je disais qu'il avait une fenêtre de performance assez faible. Ça commencera à tomber à partir du 18 avril et ça tombera tous les jours. Absolument tous les jours. Il y a des gens qui s'étaient foutus de ma gueule parce que j'avais vendu entre guillemets tôt, mais bah voilà, on disait par 4 ou 5 depuis que je suis sorti. Bah, c'est surtout que c'est catastrophique. L'idée est catastrophique. Sinon, Mantra, t'as suivi un peu, j'imagine. Ouais. Bon, Top 7, hein. on n'a pas tout le fond de l'histoire. La seule chose qu'on sait, c'est que eux ils disent c'est pas la team. Mais il y a Binance qui dit la même chose. Hein. Ouais. Il y a Binance qui ont dit que en gros, genre, globalement la version que moi je vois sur Twitter, et encore une fois on voit pas tout, c'est des cascades de liquidation et genre des market makers qui ont vendu et des investisseurs privés qui ont vendu. Ouais. Mais c'est vrai que le comportement de l'OM, en fait, Mantra, c'est un peu un truc genre, il a performé, mais personne connaît, personne utilise. C'est un ovni. Moi, on en a jamais parlé. Vraiment un rug de malade. On en a jamais parlé dans l'émission parce que j'ai jamais compris. Moi, j'en ai parlé d'un point de vue spéculation. D'un point de vue prix, voilà. Ouais. Moi, d'un point de vue fondamental, j'ai pas compris. Bah, c'est Real World Asset, non? Ouais, c'est Real World Asset, mais qui utilise? C'est basé sur Cosmos, SDK, ok, très bien. Qui utilise? Tu vois, je comprenais pas. Donc après, bon, s'il y a des gens qui ont fait des sous, qui ont fait des sauts dessus, tant mieux pour eux. Là, le rug, il est quand même ultra violent. T'entends toutes sortes d'histoires. Alors, t'as les histoires comme quoi il y a des gens qui ont pu déposer des fonds il y a quelques jours et qu'ils ont déposé énormément de fonds, que ça a créé la panique. Et la panique, ça a créé un effet boule de neige où il y a eu cascade de liquidation. Très probablement. En tout cas, il y avait des wallets qui étaient identifiés comme ceux de Laser Digital, un des investisseurs qui s'est défendu en disant, bah écoutez, je sais pas pourquoi ces wallets, ils ont été identifiés comme Laser Digital, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Et en plus, je crois que visiblement, ils ont même pas encore le temps de vendre. En fait, moi, ce que je trouve ça fou, c'est qu'on n'a pas d'explication claire. Non, c'est la faute à personne. Il y a moins 95%, facile. Genre, il y a 6 milliards de dollars qui sont évaporés, enfin, virtuels, hein, parce que vous connaissez la liquidité en crypto, hein, avec 50 millions, apparemment, avec 50 millions, tu fais tomber un token à 8 milliards ou à 6 milliards, donc. Ouais. Mais ouais, moi, je trouve ça extrêmement bizarre qu'on n'ait pas d'explication. En fait. Mais j'ai pas vu une explication claire, concrète, compréhensible. On en aura une soon, de toute façon, c'est sûr. Donc voilà, désolé de pas vous donner
de pas vous donner plus d'indications, si ce n'est que c'est la faute à personne, voilà. Mais il y a des gens qui se sont fait sacrément limer le fion pour le moment. Oui, tu as dit les termes, mon cher. Ensuite, Babylon dévoile Genesis. Donc Babylon, c'est le Eigenlayer de Bitcoin. Donc c'est à la fois un layer 1 sécurisé par du Bitcoin, mais aussi un protocole de restaking où n'importe qui va pouvoir utiliser des Bitcoins pour sécuriser des protocoles et applications. Aujourd'hui, Babylon, c'est un gros paquet de fric en TVL quand même, qu'on se le dise. 4 milliards de dollars sous forme de BTC. On est sur 57 000 bitcoins déposés depuis 2024, donc c'est assez violent. Et j'ai voulu regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme application, comme écosystème et tout. Et comme d'hab en crypto-monnaie, bon ben Babylon crypto, voilà. Tu vas dessus. Ensuite, tu vas dans écosystème. Je sais plus où c'est l'écosystème. Où est-ce que je trouve l'écosystème? Explorement, voilà. Et tu te retrouves avec plein de projets que tu connais pas en fait. Alors tu vois des layers de Bitcoin, tu vois des L1. Tu vois des infras de L2, tu connais Altlayer et tout, ok, très bien. Se pose la question qui utilise, j'ai pas de réponse. Mais c'est comme d'hab en crypto, en fait. C'est que t'as 4 milliards de TVL, les gens farment un airdrop, le jeton est sorti, avec au final une capitalisation... Bon, tu vois, on a 1 milliard de capitalisation, on est même en dessous des Gunlayer, je crois. Mais moi, ce qui me choque, c'est que on est quand même passé d'une phase où tout le monde détestait les points, on avait marre de farmer, etc. Et maintenant, c'est la norme, genre tout le monde a accepté. Ouais. Et ce qu'il y a surtout de fou, genre on peut pas juste avoir des bons produits sans token, sans truc, boum boum boum, genre des trucs clean ou enfin. Moi, je suis choqué de voir des boîtes lever autant d'argent pour sortir des aussi grosses merdes. Et là, je parle pas spécifiquement de Babylone. Hein. Bien sûr. Enfin, je dis pas que Babylone c'est de la merde. C'est un peu une réflexion globale. Hein. Mais voilà. Genre, en vrai, s'il y a des gens qui utilisent Babylone ou qui ont commit dessus ou quoi que ce soit, en vrai, je suis curieux de savoir. En fait, ce qu'il y a de dingue. Alors attends, je vais vérifier un truc parce que j'ai pas regardé. Mais Babylone, ça a l'air d'être un des projets les plus sérieux. Ouais. Dans cette narrative. Ouais, c'est carré. Mais tu vois, t'as toujours des grosses levées. Alors, je sais pas à quel valo ils ont levé. Probablement à des valos assez violentes. Bah, si tu vois qu'ils ont levé 70e le 30 mai 2024. C'est à 700 M de FDV. Je pense. Hein. Ouais, je pense que c'est à 700 M de FDV. Au moins 500. Hein. Je vois pas moins. Hein. Et du coup, bah, tu vois, on se rapproche un peu de... Et le token est super récent, ouais. Bah, il est sorti il y a... J'avais même pas vu qu'il était sorti. Il vient de sortir, en fait. Il vient de sortir. Et comme je te dis, hein, regarde, 1 milliard de FDV, c'est pas dingue. Comme Eigenlayer, c'est pas dingue. En fait, au final... C'est la narrative restaking et tous ces trucs-là qui a pas trop pris. Bah ouais, mais en fait, parce qu'ils font que du restaking. Et là, pour le moment, alors, nous, on vous dit, on est investisseur dessus. T'as Solayer qui sort, parce qu'en plus d'être du restaking, c'est un L1. C'est un L1 avec la machine virtuelle de Solana, ouais. Et qui promet 1 million de TPS par seconde. Et donc, t'as toujours ce premium... infra. Ouais. Moi, j'en ai marre de l'infra. Hein. Enfin, de l'infra pour l'infra, bon voilà. En fait, nous, on veut de l'infra en action. Genre, c'est ça. On veut voir du concret, quoi. Mais après, ce layer, tu vois, nous, on a investi plus bas qu'au prix actuel. Hein. Mais quand ça a été listé, c'est descendu assez vite et tout. Et moi-même, je m'étais positionné à l'achat parce que je trouvais que, entre grands guillemets, tu peux même mettre en market cap. Ouais. Tu vois, genre 130 M de market cap pour un L1 avec une SVM, etc. En fait, je pense que beaucoup de gens se sont dit, ce layer, c'est du restaking Solana comme à l'époque et ça n'a pas évolué, tu vois, sauf que les choses ont un peu évolué et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont front-run ça. Après, bon, voilà, encore une fois, on veut voir du concret, quoi. Donc ouais. Bah ouais, Solayer agréablement surpris et Gunlayer terrifiant. Absolument terrifiant. Bah, en soi, Eigenlayer, c'est Ethereum. Mais tu vois, c'est aussi EigenDA. Enfin, tout le monde achète un bêta d'Ethereum parce que tout le monde veut surperfer Ethereum, sauf que quand Ethereum perf pas, c'est non. Que tu prennes Celestia ou que tu prennes EigenDA, c'est aussi de la ALDA où tu es censé avoir des roll-up ultra performants qui viennent exploiter. En soi, enfin, de toute façon, déjà, c'est des ERC20, mais au-delà de ça, genre, pour moi, Celestia ne peut pas performer si l'écosystème Ethereum ne performe pas. Et là, l'écosystème Ethereum ne performe pas. Et en gros, la vision de Celestia, c'est faire scaler Ethereum plus ou moins, non? Ouais, des roll-up d'Ethereum. Ouais, voilà. Donc, de l'activité sur Ethereum. Or, c'est pas le truc qui excite tout le monde. Et c'est surtout que, on va pas se mentir, les potes. Le token, c'est quoi la valeur intrinsèque? Genre, peut-être que je deviens le vieux con, hein, mais je trouve que maintenant, les revenus, c'est de plus en plus important dans l'écosystème. Bah oui, mais ça fait un moment qu'on se dit ça. Hein. Ouais, mais là, j'ai l'impression que ce cycle, c'est de plus en plus vrai. Factuellement, c'est un peu faux, parce qu'il n'y a pas de trucs qui ont fait beaucoup de revenus qui ont explosé, peut-être, à part Hyperliquid et encore. Mais je pense que l'après-Trump sur les meme coins a mis une claque à tout le monde et s'est dit, peut-être on a vraiment abusé là. Ouais, enfin, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu
post-coin Trump. Bah, Mais, en fait, le truc, peut-être que les gens ont une opinion différente. Je sais pas. le truc, c'est qu'on a tellement abusé de la planche à billets. On a tellement imprimé toutes sortes de jetons à partir de rien, avec aucune liquidité derrière, rien, que si t'as même pas un semblant de quelque chose pour te Et dire, si il se t'as pas passe, de demande et qu'il y a que des trucs qui pop à 1 milliard de FDV et que les retail veulent pas l'acheter, Ouais, c'est et ça. que les VC veulent le vendre parce qu'ils sont en fois je sais pas combien, bah, tout s'écrase, quoi. parce que les revenus, en fait, les revenus, tu peux pas les trafiquer. Non. Alors que Le volume, tu alors peux, que les le nombre volumes de tu users, peux, le nombre tu peux, l'activité, voilà, les tu points peux. tu veux, voilà, Ouais. c'est ça en fait. Qu'est-ce que tu ne peux pas trafiquer? Ouais. C'est Tu le peux proof of toujours un work, peu, mais le ouais. proof of work Ouais. et les revenus. Et c'est peut-être ça en fait C'est mon folio. De quoi? C'est mon folio. Bah ouais, gros. Mais tu vois, c'est peut-être ça qu'il faut en retenir de cette émission, les potes, c'est que dans un truc où même les interactions sur Twitter, maintenant que t'as les yaps avec Kaito, dès que t'as un gars qui parle, t'as 15 000 Kaito, ça s'est écrasé. ouais, ça commence à prendre cher. T'as 15 000 agents IA qui répondent des trucs de merde. Moi, les agents IA, j'y crois toujours. C'est juste que là, on n'a pas trouvé le bon moyen de spéculer dessus ou le bon projet, quoi. Oui, mais moi je te parle juste que t'as un gars qui est technique, qui parle, et personne lui répond à part des putains de bots. Ouais, bah, ouais. Non, mais de toute façon, tout est bon pour farmer, hein. Mais tu sais que je suis allé à Bali et je parlais avec des mecs là-bas, mais genre, des mecs qui ont fait des fortunes avec des airdrops, Ah ouais? frère, je me suis fait coiffer là-bas. Frérot, il me parlait de Solana et d'XRP, hein. Et Ouais. de Axie Infinity, et voilà, parce que genre, mec, là-bas, enfin, c'est énormément de valeur pour des pays qui sont relativement pauvres, tu Moi, vois. tu sais ce qui me choque à Enfin, chaque fois, pauvre. moi, frérot, c'est que là, bon, je me suis marié. Ouais. Ma femme a fait venir ses copines qui ont des copains. Ouais. Ou des maris. Il y en a une, elle est mariée à un Belge. On parle crypto, il me dégaine le Coinbase, il y a le folio, devine ce qu'il y a dedans. Bah, XRP. Et Cardano. Oh, là là, XRP Cardano, gros. dramatique. T'as BTC, ETH, Sol, XRP Cardano. Ouais, c'est le left curve ultime. Bah, je vais sur CoinMarketCap, je prends les plus gros. Mais tu sais que c'est ce qu'on voit, je crois que c'est le top 10, ça représente 90 ou 92% du market cap crypto. Donc c'est pour ça que c'est dur, parce qu'en fait tu as une concentration de liquidité, et en plus de ça, dans ces mêmes 90-92% qui sont dans le top 10, t'as peut-être un 90% qui est dans Bitcoin. Donc c'est rude. Et c'est pour ça que les amis de crypto.com vont multiplier leur supply à outrance pour essayer de se push en haut. Ah ouais, d'ailleurs, ils ont fait un move super scammy récemment. Ouais. Il y avait Isaac XBT qui l'avait mis, parce qu'en fait, en gros, ils ont imprimé des jetons nulle part pour faire un partenariat de con ou je sais plus quoi. C'est ça. Or, ils avaient dit qu'ils les avaient burn, donc enfin bref. C'est ça. En gros, tu vois, t'as un circulating supply de quasiment 30 milliards et il va remonter à 100. Et T'as l'air bullish, tout ça. par je ne sais quel moyen farfelu, il n'y a pas eu d'impact réel sur le prix, parce qu'en fait, je pense juste que tout le supply, il est géré principalement par eux. Ouais, non, mais je pense que XRP, c'est pareil. Hein. Oui. Les XRP, peut-être, désolé si on a un peu un air arrogant par rapport à ces crypto-monnaies-là, mais frérot, ça fait des années on est dans ce marché, on en a marre. Hein. Genre, vraiment, Cardano, on n'a toujours rien vu. Ah, mais alors, Cardano, c'est clair. Je cherche encore des gens qui utilisent Cardano. Je me suis fait vanner. Attends, mais peut-être que des gens ont vu ça sur Twitter. Je me suis fait vanner par un mec pro Cardano parce que il m'expliquait que j'étais pas capable d'estimer la valeur d'un actif, je sais pas quoi. Big up à Monsieur UTXO, du coup. c'est 28 milliards de FDV, quasiment 29. Elle est belle, hein. Pour rien. Vraiment, mais c'est pour ça que il y a du potentiel sur certains jetons. Hein. C'est une folie. C'est une folie. Ensuite, alors le fameux. On en a pas parlé des tarifs et tout. Ouais, bah oui. Le fameux bull run de la Chine, le fameux. Oh là là, mais attends, le bull run de la Chine, ça fait 10 ans, là, Ça fait 10 ans, on l'attend. Le bull run de la Chine. Alors, quel est l'indicateur du bull run de la Chine? Ce serait que le gouvernement dévalue sa monnaie. Et donc, comme elle se dévaluerait, bah, les investisseurs chinois se débarrasseraient vite de la monnaie chinoise pour aller sur des actifs comme de l'or ou du bitcoin ou autre qui maintient sa valeur. Ouais. Pourquoi pas? En tout cas, source Arthur Hayes. Ouais, bon. Après, il est bon sur la macro et pas sur le reste. Hein. Pourquoi pas hein. Il est bon sur la macro et sur Bitcoin. C'est sur les deux trucs sur lesquels je les code. Sur le reste, il est un peu trop biaisé. En tout cas, le bull run de la Chine, on l'avait eu, hein, 2013, 2015, 2019, apparemment. Ouais. Donc, mais ça a eu un vrai impact sur Bitcoin, surtout en 2016, 2017 et tout. Enfin, on le ressentait, je crois. Donc, pourquoi pas. Mais ouais. Et du coup, tarif douanier, on en a pas parlé. Hein. Tarif douanier, on en a pas parlé. Bah, ouais, en fait,
Je comprends pas trop ce que fait Trump. En fait, moi, je pense que, en fait, le truc, c'est que, pour moi, il se fait quand même tenir par les couilles par le marché. C'est-à-dire je pense qu'il pourra pas faire ça indéfiniment, sinon c'est genre trop dangereux pour l'économie et tout le monde. Je pense qu'en vrai, il y a des potes milliardaires qui vont lui taper sur l'épaule en mode, frérot, tu fais quoi? Ou que c'est genre entièrement prémédité, etc. Mais dans tous les cas, moi, j'ai acheté le S&P parce que j'étais en mode, enfin, peut-être que c'est une vision de fou de dire ça, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, il va juste tape, ouais. Genre, moi, je me suis dit que, en fait, juste si ça baisse trop sur le S&P, il va faire machine arrière. Parce que ça inclut trop l'économie, la capacité à lever des fonds pour les boîtes d'ailleurs, alors que les taux sont déjà super élevés, on se rend pas compte là. Mais les taux sont, enfin, quand tu compares il y a 20 ans, 30 ans, les taux sont modérés, tu vois. Mais par rapport aux 5, 10 dernières années, les taux sont super élevés. Du coup, ça veut dire que genre t'es une boîte pour genre lever des fonds, etc. C'est compliqué parce que en fait, faut pas oublier que genre c'est quoi le gouvernement, il te paye 4,5, un truc comme ça à l'année. Donc en fait, genre t'as presque pas intérêt à prendre du risque et à laisser ton argent chez les gouvernements, tu vois. Plus t'as des tarifs, je sais pas quoi, etc. Donc en fait, au bout d'un moment, genre compliqué quoi. Mais moi, je pars du principe que c'était un porno de la peur. Hein. Ah mais je suis d'accord. Enfin, dans le sens où on peut vraiment changer de paradigme, mais j'ai du mal à croire que ça se fasse aussi vite. Et moi, en fait, j'ai acheté du S&P parce que frérot, moins 6, moins 7% en une journée sur S&P, je suis censé pas acheter. Ouais. Moi, de toute façon, je suis surexposé, mais à partir du moment où on nous a offert un Ether à 1 400 $, pour moi, c'est de l'or. Même s'il y a des doutes, machin, non, truc. moi, Ethereum, force à lui. Hein. Ouais, non, mais moi, j'ai préféré Sol. Moi, je préfère Bitcoin. Hein. Mais franchement, ça peut toujours aller plus bas, bien sûr, mais je pense que là, on a bien secoué tout le monde quand même. En plus, il y a plein de gens qui se sont dit, vas-y, je vends, de toute façon, ça va descendre encore plus bas et tout. En fait, le truc, c'est que t'as BTC qui, enfin, vous êtes en mode, la proba qu'on aille à, j'abuse, mais je vais exagérer le trait pour que tout le monde voit certaines dissonances. Et j'entends certains trucs, mais c'est juste, si tu vois BTC descendre à 75K, BTC 100%, et un jour il va aller à 200 000 $, en mode, mais genre là, ça veut dire que t'as un x3 offert sur un plateau d'argent. Ouais. Et tu vas essayer de jouer un truc qui perfe mieux sur Bitcoin, mais tu vas prendre plus de risques. Le problème, en fait, je me dis, genre, frère, si tu veux vraiment prendre du risque, tout en ayant une bonne espérance de gain, tu all-in Bitcoin et puis tu fermes les yeux, tu débranches le graphique, les ordis, etc. Et tu reviens dans 3 ans et on parle. Le problème, est-ce que c'est pas le meilleur move pour être entre guillemets moins stressé, no stress, avoir un vrai investissement long terme, pas se prendre la tête et quand même faire un beau multiplicateur. Toi, t'as la vision, mais je peux te dire qu'il y a trop de monde qui se disent que Bitcoin n'ira jamais à 200 000 parce qu'il est déjà trop cher. Non. Les gens qui regardent ce live, ils pensent qu'il va oui, y avoir mais un million. alors, les gens qui regardent ce live, absolument. Mais je peux te dire que le Pékin moyen qui investit en crypto n'achète pas du Bitcoin parce que pour lui, il est trop cher. Ouais, mais force à lui. Il se fera rect comme à chaque cycle. Il va se prendre une machine à laver dans les altcoins. Et voilà, tu vois. Mais c'est juste que, en fait, au bout d'un moment, genre, si t'es vraiment bullish sur cet écosystème, ta priorité c'est Bitcoin. Parce que c'est là où t'as, entre grands guillemets, le plus de certitude. Genre, les gars, on a des ETF, on a fait des inflows records, etc. Vous allez prendre du risque de baiser sur des altcoins spécifiques, etc. Genre, oui, si vous voulez essayer de surperformer le marché et prendre des risques de fou, allez-y, hein. Mais moi, je pense qu'il y a encore de la perf à aller chercher sur un Bitcoin ou sur le reste. Donc, voilà. En fait, le problème, c'est que tout le monde veut devenir riche rapidement. Et du coup, tout le monde prend des raccourcis, sauf qu'en prenant des raccourcis, tu prends le risque de te faire enculer. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est ça. Mais en tout cas, Bitcoin... Et le gold qui a performé de malade mental. Hein. Mais ça montre à quel point le Bitcoin peut performer de malade mental aussi. Hein. Sur la Pixou, tu recommandes de vendre des Ethers à 1600 pour du BTC. Alors les gars, faut pas déformer mes propos. Mais en fait, c'est trop compliqué de répondre à ça parce que, enfin, genre, Ether à 1600, t'as vraiment envie de vendre tes Ethers, genre en mode te recommander de vendre tes Ethers, c'est extrêmement difficile, tu vois. Enfin, genre, juste que moi, mais encore une fois sur Ether, enfin sur ETH, je suis ravi de changer d'avis, tu vois. C'est juste que moi, voilà, j'attends qu'ils me montrent des choses plus concrètes pour me positionner avec plus de confiance, plus de, tu vois, parce que là en fait j'ai un peu l'impression que sur Ethereum on arrivait sur un point où c'est un peu la roulette, quoi. Moi je vous le dis, mon bet, bon, j'ai déjà de l'Ether, je vais pas en recharger, de toute façon je suis déjà surexposé à ce marché donc c'est bon. Mon bet c'est que là c'est bon, Ethereum on a eu tous les trucs qu'il faut. Les gens ils ont trop stressé, ils sont dégoûtés, ils veulent plus de l'Ether donc ils achètent soit du Bitcoin, soit ils sortent du marché, etc. Le THBTC il ressemble à rien et que d'un autre côté, du point de vue des développements tech, de l'UX, de tout, il y a que des améliorations. Donc en fait, à partir du moment où Ether, il nous fait quelques candles vertes et que les gens se disent putain, on repasse au-dessus par exemple des 2000, des machins, pour moi ça va FOMO l'Ether. Pour moi ça va se passer comme ça. Ouais, c'est possible. Moi c'est juste je m'en branle en fait actuellement. Ouais.
Je suis en mode, Bitcoin hype, ça me va. Et après, je suis prêt à prendre plus de risques en m'exposant à Ether. On sait pour le micro, les gars. Le son, les gars, ouais. C'est bon, on a compris le son. On peut pas. Non, mais après, je comprends que c'est pas ouais, grave, non, mais bon, c'est qu'il y en a qui viennent d'arriver. Mais en gros, on est à Dubaï, les gars. Setup Le setup, le setup, il est bizarre. Le PC. La prochaine fois, ce sera carré. Le PC, il est sorti du carton depuis quelques heures. Déjà, c'est un miracle qu'on ait tout qui fonctionne à peu près. La caméra, elle est carrée. C'est un iPhone en HDMI branché à un les gars, câble. c'est genre vraiment un petit problème de réglage, je pense, parce que là, on a dû lancer dernière minute. Mais en soi, le micro, c'est un super bon micro. La carte son, c'est une bonne carte son. Enfin, c'est genre en mode, c'est juste, je pense, un réglage de con qui nous met dans le quoi. Bref, fixe ou fais pas le live. Eh ben, j'avais envie de l'insulter, mais j'ai pas insulté. Mais ça a failli partir. Ça a failli partir très fort. Ensuite, donc, Paul Hodgkins qui prend la tête de la SEC. Bon, voilà, on a un pro crypto à la tête de la SEC. On sait aussi qu'il y a plein d'actifs qui sont même plus dans le champ d'application de la SEC. Bref, tous les feux sont au vert, techniquement, mais niveau prix, c'est pas ouvert. Voilà. C'est aussi simple que ça. Défi Broker Rule, pareil, Trump qui annule une règle fiscale qui ciblait la finance décentralisée où, en gros, le régulateur voulait pousser les protocoles à dénoncer les utilisateurs qui font le volume, etc. Au final, on a la paix, donc c'est pareil, très positif. On a le LDUSDT qui est un produit de Binance où en fait c'est un espèce d'USDT++ où tu peux profiter d'un rendement natif de l'ordre de 1,5%, je crois. Donc t'échanges tes USDT contre du LDUSDT. T'inquiète, Circle nous vole toujours nos 5%, t'inquiète. Voilà, bon, c'est ils prennent des milliards sur notre dos et en plus de ça, ils doivent payer les exchanges pour... T'as vu ces papiers qui sont sortis? Parce qu'en fait, t'as Circle qui va faire... lui... C'est bon, il prend une semaine, lui. Hop, il a gagné, il a pris un petit Jufara. Il s'est fait tabac. Petit Jufara pour lui, on n'en peut plus. En gros, c'est surtout Circle, du coup, qui va s'introduire en bourse. Et du coup, en le faisant, en fait, ils ont dû leak pas mal de documents qui intégraient le fait que, en fait, Binance, genre, c'est en mode, ils tolèrent d'avoir l'USDC, je crois que c'est surtout l'USDC sur leur plateforme. Mais Binance se fait payer un pourcentage des USDC qui sont hold chez Binance. Parce que Binance, c'est un moyen de distribuer leurs produits. Et du coup, ça leur coûte extrêmement cher à l'année. Ils payent extrêmement cher à Binance pour que l'USDC soit un stablecoin là-bas et que les gens l'utilisent et qu'il soit promu d'une certaine manière. Donc, en fait, il y a une bonne partie du deal qui se font sur notre gueule qui est totalement redistribuée aux exchanges centralisés, dont Binance. C'est pour ça que, encore une fois, je parle de cartel. Et donc, j'espère que ce cartel va vite cesser. Ouais, mais c'est très improbable. Tu peux espérer très fort. Mais c'est intéressant. En tout cas, mais c'est genre vraiment, ça leur rogne une part de leur marge énorme. Ouais, j'en doute pas. Mais vraiment énorme. Mais d'un autre côté, ils seraient pas là, l'USDC, ils existeraient pas en fait. Bah ouais, mais je trouve que c'est un peu dur quoi. Quand même. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est le game. Hein. C'est comme quand t'as un projet crypto que tu voulais te faire lister sur Binance, tu rack, c'est pareil en fait. Binance, ils ont le qui trade en USDC en vrai, zéro équité sur les secs. Moi, c'est faux. Hein. Moi, je trade en USDC parce que l'USDC c'est clean en vrai. C'est le plus clean. Je me sens plus clean avec un USDC qu'un USDT, mais en même temps, USDT, ils ont des réserves de malades. Mais je sais pas, tu sais, j'ai cette image en tête de l'USDC qui est le truc genre hyper régulé, hyper clean. C'est le but, genre, genre ils ont survécu à un DPEG et à un SVB et des faillites de banque, etc. Puis USDC, c'est Coinbase, gros. Et Coinbase, c'est Circle, etc. Ils sont en bourse, enfin, c'est Coinbase en bourse, Circle va aller en bourse. Je les vois mal faire une dinguerie, quoi. Mais encore une fois, moi, enfin, je déteste pas l'USDT. En vrai, l'USDT, c'est le meilleur stablecoin pour trader. Hein. On se dise les choses. Mais après, en DeFi, maintenant, en vrai, USDC. Hein. Ouais, non, mais de toute façon. En DeFi, USDT, c'est pas le bienvenu. Hein. C'est juste qu'USDT, il y a toujours ce vieux fantôme de. Oui. Il y a toujours ce vieux fantôme. Il y a des morts dans le placard. Ouais. Il y a des cadavres dans le placard. On sait pas trop comment ça a tenu. Ça tient, c'est tant mieux, mais. En fait, maintenant, ils ont fait. Enfin, la question c'est est-ce qu'ils ont fait fake it until you make it, tu vois, genre. Je pense. Enfin, en tout cas, maintenant, ils ont fait beaucoup trop d'argent pour être à risque, à mon sens. Bah oui, et puis en plus, ils ont du trésor américain. Mais surtout, Tether, c'est la boîte la plus rentable quand tu regardes la profitabilité et le bénéfice net par employé, je crois. Ouais. Dans le monde. Genre au-dessus de BlackRock, de tous ces trucs et tout, tu vois. C'est le plus gros braquage. C'est, ouais, bien joué à eux, franchement. D'ailleurs, je suis en contact avec eux pour une interview. Ils m'ont relancé. Yes. Donc, comme je vous le disais, un petit Solana bientôt 20% plus puissant.
J'ai bien aimé le tweet de Tolly qui nous dit, et si on faisait un petit plus 20% de performance à chaque grosse mise à jour de Solana? Comme ça, tu vois, petit à petit, ils augmentent les perfs. Ils disent à chaque fois, regardez comment ça scale et tout, pendant que les autres, ils vous sortent des grandes roadmaps à rallonge. Nous, juste, on scale, en fait. Ouais, puis l'approche, elle est claire. Tu vois, on est passé de 48 millions à 50 millions. En soi, tu pourrais dire que l'approche de Ethereum, l'approche d'Ethereum pour les geeks, elle est claire, quoi. Elle est claire, frérot. The Surge, The Splurge, The Verge, The machin, on n'en peut plus. Des schémas de fou furieux, t'es là, tu comprends. Puis là, on te dit Ethereum Fusaka, Ethereum Glamsterdam et tout, c'est bon. Donner des noms de code, tu sais, on dirait des mises à jour Android, on n'en peut plus. c'est le même délire. Les gars sont insupportables. Mais bon. Après, si tu t'y intéresses vraiment, Vitalik, il a fait des articles de fou. Hein. Oui. Mais c'est hors de la portée de la majorité des gens. Mais pour moi, c'est de la branlette intellectuelle. Mais après, frérot, c'est fondamentalement très intéressant parce que une blockchain à ce niveau-là, aussi décentralisé, distribué, utilisé, c'est important, tu vois. Puis là, il nous fait un petit virage privacy aussi. Oui, mais la privacy, dans le monde dans lequel on est, en gros, tu te fais ban par Binance si tu l'as, genre. C'est aussi simple que ça. Non, mais genre, t'as les fixed float, les tornado cash, etc. T'as un point de contact avec ça sur un exchange centralisé, tu te fais bannir ou tu te fais geler tes fonds, quoi. Donc, en fait, ta privacy, faut accepter que si tu veux l'avoir, tu reviens pas dans le système traditionnel. C'est aussi simple que ça. Mais moi, c'est plutôt que Vitalik, j'ai vraiment l'impression que... Après, c'est respectable. Hein. Oui, bien sûr. Mais que vraiment, il est dans son truc et que ce que lui demandent les gens, il s'en branle. Non. Je te jure que si. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il... Après, il y a Twitter, il a là les commentaires des gens qui lui disent des choses, il le voit. J'ai l'impression qu'il est dans une bulle. Il y a il y a une fracture entre lui et ce que veulent les gens. Et que le problème, est-ce que cette fracture, elle est pas là depuis longtemps? C'est juste qu'on se branlait sur ce que il était en train de... Elle a toujours été là, mais de toute façon, tu vois les gens sur les réseaux sociaux qui lui disent, t'es entouré de yes man, qui n'osent pas te dire que t'es complètement perché. Ouais. Et c'est un problème. Ouais. Et il miaule devant des robots chiens. Oui, il miaule devant des robots chiens. Bah, ça, j'ai vu, ouais. Ça, ton tweet vraiment magnifique. Ouais, c'est insupportable. Voilà, après, les inflows, si tu veux en parler vite fait. Sur Ethereum, c'est toujours catastrophique. Enfin, catastrophique. On n'a pas d'inflow depuis le 14. Ouais. Voilà. On n'a pas d'argent qui rentre dans les ETF Ethereum depuis le 14 février dans ces eaux-là. Donc compliqué. Ok, parfait. Merci pour le subprime. Merci pour le sub DP. Merci le ref. Mais ouais, t'as pas spécialement d'infos sur Ethereum et sur Bitcoin. Ouais, c'est un peu gore, mais ça va. Genre ça. Enfin, en fait, on a eu tellement un run légendaire. En fait, moi, je suis premier degré surpris que sur ce dip entre guillemets de la TradFi, il n'y a pas plus de panique que ça. Ouais. En tout cas, sur BTC, ouais. Moi, ce que j'argumentais, c'est que en soi, les holders de Bitcoin deviennent de plus en plus des gens similaires ou les mêmes personnes qui holdent du S&P. Alors évidemment, on en est encore assez loin, mais on peut pas nier que maintenant, il y a de plus en plus d'argent de la TradFi qui arrive et des acteurs traditionnels. Et du coup, je me suis dit que, vu que ça paniquait beaucoup sur le S&P et les actions et tous ces trucs-là, peut-être qu'ils allaient se faire margin call et qu'ils allaient devoir liquider du Bitcoin de manière forcée. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être quelque chose d'exacerbé, quoi. Donc, non, pas de commentaires spécifiques sur le BTC. Juste content d'avoir vendu et de pouvoir racheter plus bas, quoi. Mais là, c'est fou, hein, parce que j'ai quand même... mais pourquoi t'as vendu au milieu d'un range, quand même? Tu te souviens ce que le mec avait dit? C'était une folie. Bien sûr. Non, mais de toute façon, les gars, vous l'avez vu, et c'est pour ça que moi je suis content qu'on y soit allé full conviction. C'est jamais le bon moment pour acheter, c'est jamais le bon moment pour vendre. Tu lis les réseaux sociaux, tu te fais matrixer. Ouais. Voilà. Mais après, j'ai eu de la chance d'avoir raison rapidement. Non, mais il y a un facteur chance, évidemment. Ouais. Mais à un moment donné, là, c'est bien parce que t'as collé le truc, ça s'est passé, alors que t'as eu un nombre incalculable de gains qui t'ont chié dessus. Et en fait, juste... Même j'ai vendu hype à 25. Le message, c'est même pas de vous dire Picsou il est trop fort, sucez-le. C'est juste vous dire, en fait, quand vous lisez les réseaux sociaux ou un chat Twitch, vous allez avoir 10 000 personnes qui vont vous manger la tête de conneries. Et qu'en fait, à la fin, personne n'en sait rien,
personne sait rien. Mais tout ce que Juste tu faut veux faire, c'est acter. dire ce que tu fais, et puis après, t'as raison, t'as tort, voilà. Voilà. Mais à partir du moment où t'es sur les marchés financiers, quand t'exprimes ton opinion, tu prends le risque d'avoir tort, donc. Faut acter quelque chose. Faut pas se prendre la tête. Faut acter quelque chose. Ça passe pas. Tant pis. T'essaies de comprendre pourquoi c'est pas passé et tu vas de l'avant. Basta. Merci Alex Ruff pour le sub. Merci mon ref, ça fait très plaisir. Voilà. Et puis tout ça, je le garderai pour d'autres sessions live. Si, il y a Wayfinder aussi qui est sorti. C'est un espèce de protocole pour des agents IA assez complexes qui a été lancé par les créateurs de Parallel. Tu te souviens Parallel Prime là, le jeu Web3. Voilà. Donc c'est sorti. C'était très attendu. Et au final, pareil, tu vois, on a de moins en moins des valorisations totalement pétées. Là, c'est terminé les valorisations pétées, j'ai l'impression. Mais après, c'est toujours pareil. On corrige beaucoup et on repart fort sur des conneries et puis ça s'arrête jamais quoi. Enfin, c'est pas parce que le marché a dump que voilà, on n'aura plus de conneries sur ce marché, etc. Donc de toute façon, en un jour, tout peut changer. On l'a vu avec Trump, on l'a vu avec les ETF quasiment globalement à partir du moment où BlackRock ont fait leur déploiement. Donc ouais. Et puis la mise à jour, alors si, petit point, mais je referai un live propre sur ça. On a IBC Eureka qui est sorti sur Cosmos. Ouais. Donc le principe en fait, il est bien expliqué sur cet article-là, c'est que c'est une version simplifiée d'IBC, où en fait avant, IBC, c'était le bordel, parce qu'on voulait avoir de la sécurité du côté de la chaîne émettrice d'une transaction IBC et du côté de la chaîne bénéficiaire de la transaction. Et il fallait intégrer toutes sortes de checks des deux côtés. Donc c'est un gros bordel. Avec IBC V2, on dit juste, la sécurité, elle sera que du côté du Cosmos Hub ou d'une chaîne type Cosmos Hub pour l'intégrer. Et du coup, ça fait quand même une sécurité suffisante parce que contrairement à un bridge, où généralement tu as un multisig, donc c'est assez limité, pour pouvoir corrompre une transaction IBC, en fait, il faudrait corrompre le consensus au niveau de Cosmos. Donc, il faudrait quand même avoir un paquet de milliards de dollars parce que même si Atom, voilà, on sait, on crache dessus parce que token price et tout, faut quand même un sacré paquet de pognon, plusieurs centaines de millions de dollars, même plus d'1 milliard pour pouvoir corrompre le réseau Atom. Donc, du coup, tu as quand même une sécurité économique qui est nettement supérieure au meilleur des bridges. Et c'est pour ça qu'au final, Cosmos devient un peu le bridge plus au travers d'IBC Eureka. Et de ce que j'en ai compris, dans l'idée, il y a une volonté aussi que l'Atom soit utilisé comme un espèce de jeton de gaz pour faire de la transaction IBC. Donc, il y a plusieurs choses qui vont être faites pour essayer de valoriser l'Atom, et on va voir ça avec attention. Donc, vous pouvez déjà utiliser IBC Eureka. Vous pouvez voir les différents actifs qui sont proposés, soit du Bitcoin, soit des jetons ERC20, soit des jetons de l'écosystème Cosmos. Dans les faits, ça ressemble à quoi, du coup? Et bientôt, ça ressemble à un bridge. Et là, du coup, c'est pour envoyer de l'argent de où à où exactement? D'une chaîne A à une chaîne B, donc soit de l'écosystème Bitcoin. USDC, par exemple? Ouais, USDC. Tu choisis la chaîne à l'entrée. Disons Solana. Voilà, Solana, bonne idée. Tu choisis la chaîne en sortie, par exemple, on peut dire USDC sur du WGX. Voilà. Et ça fonctionne comme un bridge. Tu connectes un wallet, donc soit un wallet Solana, soit un wallet Cosmos, soit un wallet Ethereum. Donc pour le moment, tu as les wallets Solana, Cosmos et Ethereum. Et bientôt, tu auras Solana, on va dire, natif qui va être connecté à IBC. Tu n'as pas de liquidité, de slippage, ces choses-là? Apparemment non. Okay. Apparemment non, c'est impeccable. Okay. Donc c'est vraiment le bridge ultime. Et en plus, tu vas voir Hyperlane, Axelar, Union Build et plein d'autres qui vont se brancher à ça. Donc niveau interopérabilité, c'est le top en fait. Même Circle avec le CCTP, c'est vraiment pas mal, hein, on se rend pas compte, hein, mais tu peux envoyer de la... En fait, et c'est ce que Tether essaye de faire avec le Omni Tether, enfin je sais plus c'était quoi, mais pour envoyer en fait d'une chaîne A à une chaîne B du USDC natif sans frais, etc. instantanément. Même USDT, hein, t'as du natif maintenant avec Eureka. Donc en fait l'idée c'est maintenant t'as IBC V2, toutes les chaînes qui veulent être un petit peu dans le coup elles vont pouvoir l'intégrer, même Hype pourrait l'intégrer. Tu sais que cette émission ça m'a fait rendre compte à quel point genre je suis déconnecté genre du reste de l'écosystème, enfin de tout ce qui est en dehors de l'écosystème Hyperliquid. Genre je suis tellement genre tunnel vision que genre il y a tellement de trucs que je regarde plus, mais faut que je le fasse, non. Mais après je t'avoue que là mais dernièrement le petit Bali, Dubaï. Mais en fait le timing il est parfait. Le bon timing pour respirer. Le timing est parfait. C'est comme moi, tu vois. C'est qu'en fait pour voir des alts se péter la gueule et arriver en live et dire ouais les gars vous connaissez hein, c'est comme d'hab, hein, on serre les fesses, on attend. C'est ça en fait. Hein. Mais là, on reprend des forces pour revenir plus fort. C'est ça. Enfin nous, oui. Après le marché, le marché, si Dieu le veut. Hein. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me disait, vous voyez comment le marché pour les prochains mois? Moi, mon meilleur moyen d'exprimer mon opinion sur le marché, c'est de décrire mon folio.
Donc en gros, je suis à 65% exposé entre BTC et Hype principalement, 35% stablecoin et voilà, c'est tout. Donc en gros, s'il y a un dip plus puissant, j'ai des munitions pour acheter, principalement sur BTC et un petit peu sur Hyperliquid, enfin sur Hype du coup. Et puis un peu de munitions aussi pour acheter la S&P. Mais mis à part ça, rien d'autre. Hein. Mec simple. Portfolio simple. Je me prends vraiment pas la tête et je pense sincèrement qu'il y a de bonnes chances qu'on ait eu le bottom. C'est ce que je faisais déjà au bottom d'ailleurs. Ouais. Après, est-ce que j'ai une certitude que c'est le cas? Non. Mais c'est juste que voilà, je suis très content d'avoir acheté du BTC à ce prix-là, du Hype à ce prix-là, etc. Et puis si ça doit dip, ça doit dip. Mais je suis content d'avoir eu des munitions au bon moment pour me repositionner stratégiquement. Et puis ça m'a permis de souffler un peu parce que en fait pendant des années j'ai été très exposé au marché, quoi. Bah oui. Donc là ça m'a fait une petite pause et rien de mieux, quoi. C'est ça. Tu farmes pas du Hyperland, Hyperswap, etc. En fait j'ai pas encore trop farm l'Hyper EVM, mais je vais bientôt commencer. Mais moi déjà j'ai beaucoup de hype, beaucoup et ils sont stakés principalement. Et puis après je vais essayer je vais essayer d'utiliser, etc. Mais en fait plus je réfléchis à l'airdrop et plus je me dis, enfin en fait ça dépend ce que tu vises. Si toi tu veux viser, Hyperswap je suis déjà investisseur. Hyperland, je crois que je suis aussi déjà investisseur via Echo. Donc, j'ai des choses à jouer, mais moins que la plupart des gens, je pense. Et puis après, moi, les impermanent loss, tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça que, bref, je travaille sur d'autres choses, quoi. Voilà, hein, je pense qu'on est pas mal niveau émission. À part si tu voulais montrer un peu daté, on peut montrer un peu daté, mais c'est toi qui vois. C'est compliqué là dans cette top-là, honnêtement. Ouais, pas de souci. Ouais, hein, franchement, juste super content du rebond sur BTC, super content du rebond sur Hype. J'ai une position aussi sur les dérivés sur AAV, mais c'est petit. Et puis voilà, mais non, moi en fait, le seul truc qui m'emmerde honnêtement sur BTC, c'est le fait qu'on n'ait pas chassé le deuxième lot. Enfin, on laissait le lot là. Ça me fait un peu chier. Mais en soi, factuellement, tu vois, genre t'avais un niveau de support ici qui était assez clair, sur lequel on a rebondi une fois, deux fois, que là on a récupéré avec une sorte de déviation en dessous. Donc pour moi, tant qu'on retourne pas sous ce niveau-là et qu'on défend ici et qu'on essaye de défendre une sorte de higher low pour inverser la tendance et derrière faire un higher high. En tout cas, c'est ce que je vise, tout va bien, tu vois. Je me poserai des questions si on commence à refaiblir vers les 77K. Mais je suppose que si on faiblit sur les 77K, c'est que on se fait fumer aussi la gueule sur le S&P probablement. Donc, voilà, moi, je suis très bien comme ça dans mes positions et puis voilà. Hein. Et d'un point de vue macro, il y a des dates clés ou des annonces clés qui t'attendent? Tout se joue sur. Là, j'ai vu qu'il y avait des analystes, c'était des banques et tout qui s'attendaient à ce qu'il y ait plus de baisse de taux cette année. Ouais. Mais voilà, j'ai pas trop regardé les dates, etc. Honnêtement. Pareil. Juste, Trump, on comprend pas trop son délire. Moi, j'ai juste vu cette panique comme une opportunité de me placer sur la TradFi et puis voilà. Ouais. Et puis, mais en fait, le truc qui fait vraiment peur, c'est est-ce qu'on va vraiment en vivre un changement de paradigme, genre. Mais le problème, c'est que rétro-pédaler sur la mondialisation, c'est très difficile. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, en fait, c'est un move que t'aimerais faire, mais qui te coûte tellement cher pendant des années, entre guillemets, à court terme, que genre, ça peut vraiment enculer ton économie avant que tes raisons, etc. Et puis même, tu peux pas tout faire depuis ton pays. T'as des pays qui sont spécialisés en certains domaines, etc. Et c'est pour ça qu'on fait de l'échange de cette manière-là. Donc, je sais pas. Puis même là, il rétropédale, il y a des exemptions de tarifs sur les téléphones et puis sur les voitures. Et puis, c'est ça. Genre, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. On comprend pas trop. Je comprends pas toute la stratégie derrière, et puis ceux qui vous disent avec certitude qu'ils le savent, je pense qu'ils en savent rien. La seule chose que je comprends, c'est vraiment cette volonté d'avoir une sorte de dialogue, rapport de force avec la Chine. Ouais, mais après, je pense que il a un peu envie de remettre de l'ordre dans tout ça, Trump. Il a envie de montrer que c'est le patron, qu'il est capable de gérer les négociations, etc. Mais le truc, c'est qu'il a trop aboyé trop fort, trop vite, et que les gens, c'est en train de les saouler, en fait. Ouais, après, il a toujours été comme ça, en vrai. Et puis, si tu regardes son programme et sa campagne, c'est pro-américain, patriote, nationaliste, on reprend le pouvoir, etc. Et en soi, pour moi, ce qu'il fait là, tape juste là, non.
tape là, hop, là je mets hype, je vais gérer la suite. Tout ce qu'il fait là, à mon sens, c'est cohérent par rapport à ce qu'il a dit pendant sa campagne, quoi. Enfin, pour moi, il y a rien d'incohérent. Enfin, genre, c'est pas comme si il changeait de comportement du jour au lendemain. Enfin, dans la vision de fond, entre guillemets. Puis même son calcul, c'est genre, il regarde juste la différence entre les exports en port et il dit, voilà, on a un déficit commercial de 67%. Du coup, voilà, on divise par deux et vous avez... Enfin, mais voilà. Et sur Hype, bah globalement, moi j'ai principalement acheté dans cette zone-là. Ma moyenne d'achat elle doit être à 13-14, un truc comme ça, peut-être un peu en dessous. Et puis non, en fait, ce qu'il faut sur Hype maintenant, c'est un changement de structure. Et pour moi, un changement de structure, c'est on a notre low, faire un higher low et derrière faire un higher high. Et là, on reparle. Et dans les gros niveaux, il y a évidemment ce niveau-là, qui était le gros niveau de support, qui était globalement la bande basse de notre range, dans laquelle on faisait des allers-retours. Mais voilà. Après, en fait, il y a tellement de trucs. Même, en fait, il y a un truc qui est, t'es peut-être pas au courant, mais t'as ce qu'on appelle les builder codes sur Hyperliquid. Et en fait, c'est un système natif AHL où en fait, tu peux, je sais pas si tu vas trouver. Ouais, c'est ça. Où en fait, par exemple, tu peux créer une interface de trading ou une app qui te permet de trader sur la chaîne Hyperliquid, etc. Et nativement, dans HL, tu définis un paramètre et toi, tu prends des frais au-dessus de HL. Ok. Ah ouais. Et donc ça, c'est des sources de revenus supplémentaires, tu vois. Ouais, bien sûr, tu peux faire toutes sortes de trucs en marque blanche. Et en fait, exactement. Et ça, pour moi, ça va les aider à distribuer leurs produits, leur liquidité, tous ces trucs-là, etc. Et ça, dis-toi, ça existe depuis longtemps et il y a grave des trucs qui sont cachés. En mode, même la team, elle en parle pas. T'es obligé de deviner, quoi. Ouais. Donc, enfin bref, il y a tellement de choses intéressantes que je vais faire un live pour vous expliquer tout ce que j'ai vu, etc. Moi, j'ai vraiment les mains dedans. Et puis voilà. T'as les mains dedans, ouais. Bah écoute, belle petite émission. Désolé pour le micro qui a un petit peu bavé. On reprend l'activité du coup sur la chaîne Coin Academy. Merci beaucoup à Bitpanda d'avoir sponsorisé cette émission. Évidemment, on a des concours qui arrivent avec Bitpanda sous peu. Ouais. On a d'autres contenus qui arrivent aussi. C'est ça, même si vous allez sur le site, vous faites coinacademy.fr/go-bitpanda. Ouais. Vous avez techniquement un lien qui vous permet d'obtenir 20 € à l'inscription si vous tradez pour 300 € de crypto. Donc, ça vous donne 20 € de Doge. À cause de Dubaï. Ah ouais, à cause de Dubaï. Mais voilà, donc vous pouvez simplement cliquer sur le QR code en haut à gauche ou scanner ou peu importe, ou lire dans le chat. Mais voilà. Ça va sortir un peu sur Dubaï, ouais. Là, c'est vraiment le RP KK Life, Dubaï, location de grosses voitures, faire des conneries, bien manger, prendre le soleil, faire des activités. Mais voilà, donc moi personnellement à Dubaï là, je travaille pas mal. Je vais à la salle et je sors. Là, on va faire pas mal d'activités. On est arrivé hier. Hier matin à 1h ou 2h du mat, donc voilà. Tu vas vlog avec Tisma. Il y a Tisma qui arrive. Quand mais je crois qu'il arrive dans 2 semaines. Ok. Je crois qu'il arrive pas tout de suite, mais il y aura Poulpe, il y aura Asher, il y aura plein de gens. Donc on va faire des trucs trop cool. Je vais faire même un resto montgolfière dans les airs, etc. Okay. J'ai le vertige, donc ça va être fun. Mais faut dépasser ses peurs. Enfin bref, il y a plein de trucs qui arrivent sur tout ce mois à Dubaï. Et puis voilà, j'ai Picsou, tu dors à droite de capette. Ah, je n'aurai pas ce privilège aujourd'hui. Il est réservé à quelqu'un d'autre. Ouais, il est réservé à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, moi, je suis refait. J'ai reçu ce PC là. Vous savez, à côté de la crypto, je fais beaucoup de gaming et il y a Gigabyte qui m'a envoyé un bête de PC avec une RTX 5080 dedans. Donc, je suis refait. Franchement, l'écran, il est trop beau, le PC, il est trop beau. Il nous a bien carré pour cette émission, d'ailleurs. Même si on a le micro qui est un petit peu bavé, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Mais en tout cas, c'est cool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Coin Academy si c'est pas fait. Des nouveaux contenus qui vont arriver avec 0x Gris qui vous préparent des choses sur des blocs, AAV, airdrop Hyperliquid, probablement du double zero qui va arriver, enfin plein de trucs. Donc voilà. Et puis voilà, live un peu moins préparé d'habitude, mais on a fait un point sur plein de trucs, etc. Et puis j'espère que j'arriverai à trouver une connexion sans coupure, parce que voilà, Bali c'était compliqué, et puis là Dubaï, pour des raisons XY, j'ai des coupures, donc un peu compliqué, mais de toute façon, on s'exprime déjà beaucoup sur Twitter. Hein. Donc, et puis quand je reviendrai de Dubaï. Personnellement, j'aurais beaucoup plus de temps à accorder au live, aux vidéos et toutes ces choses-là. Mais je pense que, entre grands guillemets, cette pause de Twitch, YouTube, etc. est bien méritée et était bien placée.
par rapport au marché. Pareil. Et puis franchement, je trouve la qualité, elle est propre, hein. La caméra, en tout cas. À l'iPhone. Et puis le petit effet de flou, c'est de l'IA, hein. Regardez, je vous enlève le flou, hop. Le petit flou, il est vraiment. Le petit flou généré par IA, bah c'est Nvidia, voilà. Donc bravo Nvidia pour les travaux. Merci beaucoup. En tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée. Laissez un petit like, laissez un petit commentaire sur YouTube si vous nous écoutez sur YouTube. On se dit à très vite. Ciao tout le monde. Je sais pas.